Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette première journée des conversations métiers d'art. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous rejoindre. Vous êtes en train de nous rejoindre d'ailleurs actuellement, artistes, artisanes, artisans, travailleurs culturels du domaine. Et c'est ça qu'on voulait. C'est vraiment essentiel d'avoir vos regards, vos expertises, vos visions autour de la table et autour de l'écran aujourd'hui. Et les conversations métiers d'art, c'est ça. C'est avant tout un dialogue qui se positionne comme une première étape d'un discours collectif en métier d'art. S'il y a bien quelque chose que les derniers mois nous ont rappelé, qu'on savait d'ailleurs depuis plusieurs années, mais qu'on n'a peut-être pas toujours su adresser adéquatement, c'est le besoin d'un discours collectif en métier d'art, d'une compréhension commune. Historiquement, notre domaine offre peu d'espace à ces discours communs-là, pour toutes sortes de raisons. Les discussions ont souvent été tournées vers ce qui différencie les pratiques, souvent d'ailleurs dans une perspective d'opposition plutôt que de complémentarité. Or, notre milieu doit pouvoir collectivement augmenter son impact, valoriser son image, ses bons coups, et surtout rappeler la place significative des métiers d'art au Québec, qu'ils occupent à travers tout le territoire sur le développement artistique, social, culturel, économique. Un discours collectif, bien sûr, il ne peut être initié que par les personnes qui font ce milieu-là, les artistes, les artisans, les travailleurs culturels qui l'animent. Le rôle du conseil, c'est de porter la voix, d'accompagner, mais ce discours collectif doit venir de vous. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est l'objectif des conversations, d'être une plateforme de discussion, mettre la table sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous distingue en complémentarité. Alors, les trois rencontres vont s'articuler en trois thèmes. On va vous donner les détails tantôt. Aujourd'hui, on se voit sur le thème de l'identité ou des identités. Merci d'être avec nous. Et pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter Françoise Guénette. Françoise est journaliste indépendante, animatrice professionnelle. Elle a été, entre autres, reporter à la radio de Radio-Canada, co-rédactrice en chef pour le magazine La Vie en Rose, animatrice de plusieurs émissions de télévision à Radio-Canada ou à Télé-Québec. Depuis 20 ans, elle anime régulièrement des assemblées publiques et des consultations sur des enjeux sociaux, politiques, culturels. Alors, on est entre de très bonnes mains aujourd'hui. Merci énormément, Françoise, d'être notre guide aujourd'hui. Je vous passe la parole. Merci beaucoup Julien, merci. Alors tout d'abord, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'apprendre à mieux vous connaître au-delà des salons des métiers d'art, de plein art à Québec ou des journées métiers d'art. Alors justement, qui êtes-vous? Ben, c'est la grande question de la première de ces trois conversations. Vous êtes près de 60 personnes à vous être inscrits à cet événement. Alors bravo, merci, c'est quand même déjà une belle participation. Alors, comment vous distinguez-vous? Comment vous voyez-vous vous-même et comment êtes-vous perçu dans tout l'environnement artistique, mais aussi culturel et même social du Québec? Mais comment voulez-vous être perçu à l'avenir? Comment manifester davantage ou mieux votre identité d'artisan, d'artisane, d'organisme des métiers d'art? Alors, ce thème de l'identité ou des identités, comme le disait Julien, on va l'explorer en 4 temps cet après-midi. D'abord, 3 présentations d'une quinzaine de minutes, suivies d'une longue période d'échange et de réflexion collective. La première présentation sera consacrée, vous l'avez vu déjà peut-être au programme, à un modèle d'analyse des métiers d'art. C'est un outil très éclairant qui a été développé par Bruno Andrus. Ensuite, Julien Sylvestre reviendra nous rappeler la richesse, mais aussi la complexité de l'écosystème des métiers d'art. Et après la pause, le directeur général du Conseil reviendra évoquer cette fois les perspectives de l'avenir, ce qui va mettre la table pour les échanges qui vont suivre. Alors maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le premier conférencier de cet après-midi, Bruno Andrus. Bruno est artiste verrier, historien de l'art également. C'est un verrier professionnel depuis plus de 20 ans. Ses œuvres font partie de nombreuses collections au Québec et ailleurs. C'est un docteur en histoire de l'art de l'Université Concordia, l'auteur d'une recherche sur le verre d'art au Québec. Il a été commissaire de nombreuses expositions, dont Expo 67 et Mutations. Et ces dernières années, il a amélioré les connaissances sur l'histoire de plusieurs disciplines des métiers d'art pour le Musée des métiers d'art du Québec et pour la Guilde. Il agit souvent comme membre de comités et de jurys et comme auteur pour des publications au Québec, au Canada, aux États-Unis. Alors le voilà, il nous présente son modèle d'analyse des métiers d'art. Notez vos questions, vous pourrez l'interroger plus tard. Alors voilà, Bruno Andrus, on vous écoute, on vous regarde et on vous écoute. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Françoise, merci à Julien. Et je voulais en profiter aussi pour remercier Louis Chapados, excusez-moi,
pour ce qui s'en vient, en fait, parce que Louise, malgré le fait qu'elle n'aime pas beaucoup que je le mette à l'avant, elle a été très, très importante dans les dernières années dans le développement du modèle, là, et puis son apport est vraiment pas négligeable. Donc, merci beaucoup à toi, Louise. Évidemment, le 15 minutes, pour moi, ce n'est pas beaucoup de temps pour expliquer en détail le schéma et le modèle que je propose d'analyse et de définition des métiers d'art. Mais il y a certaines personnes d'entre vous que je sais qui ont suivi des formations précédentes où j'ai parlé de la formation en détail et aussi dans le matériel d'accompagnement de la présente formation, vous allez avoir accès à du matériel qui vont vous permettre là, de comprendre beaucoup plus en détail ce que je vais présenter maintenant. Donc, ce que je vais faire dans les 15 prochaines minutes, c'est surtout présenter les concepts et les mots-clés. De cette manière-là, vous allez avoir une référence de base après ça pour aller davantage là, dans les détails relativement au modèle. Donc, on commence avec l'explication du schéma. Parce qu'en fait, moi, il y a une chose que j'ai évité de faire lorsqu'il n'est vu le temps pour moi dans mes études académiques de définir les métiers d'art, c'est d'arriver avec une définition littéraire. J'ai voulu arriver avec une définition visuelle qui est à la fois cohérente au niveau théorique, mais qui était aussi cohérente au niveau visuel, dans la mesure où dans les métiers d'art, on est souvent des gens qui comprennent le langage visuel et c'est important pour moi de mettre ça à l'avant. Donc, on voit ici le schéma qui est fait au centre d'un cercle, de différents cercles concentriques. Au centre du modèle, il y a ce qu'on appelle le domaine des métiers d'art. Et là, vous m'excuserez parce que je vais passer rapidement au champ culturel des métiers d'art. C'est un tic que j'ai, là, étant donné que j'ai étudié en anthropo-sociologie puis en histoire de l'art, je parle malgré moi toujours de champ culturel, là, malgré le fait qu'il faudrait nommer le domaine. Alors, les métiers d'art sont au centre. Et puis là, vous voyez deux lignes qui se croisent, qui sont des axes. Je vais y revenir. Et un ensemble de cercles. Donc, on voit que en fait, mon explication des métiers d'art passe à travers des approches. Ça, je vais y revenir aussi, et un certain nombre de valeurs. Donc, ce qu'on voit là, c'est deux axes, un vertical, un horizontal, et un ensemble d'approches. Donc, on passe du design industriel en haut à l'artisanat en bas et des arts visuels à gauche, à l'architecture et l'aménagement. Et ça, évidemment, ce ne sont pas des domaines qui font partie des métiers d'art, mais ce sont des domaines avec lesquels les métiers d'art sont intimement liés. Le cercle au centre, lorsqu'on commence à avoir des cercles concentriques, c'est un peu comme une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, là. Dans la mesure, le centre, c'est les métiers d'art. Plus on se rapproche du centre, plus on est métier d'art. Et plus on s'éloigne du centre, moins on est métier d'art. Et donc, on voit que dans les métiers d'art, donc, les arts visuels deviennent une approche artistique aux métiers d'art. En rapport au design industriel, nous, on ne fait pas du design industriel, mais on peut avoir une approche industrielle au métier d'art. De la même manière, on ne fait pas de l'architecture et de l'aménagement, mais on peut avoir une approche décorative ou environnementale d'intégration dans l'environnement bâti, par exemple. Et de la même manière que l'artisanat, ce n'est pas des métiers d'art, mais on peut avoir une approche artisanale des métiers d'art, par exemple. Donc, ce sont vraiment les mots-clés. Et comme je vous disais, au centre, on voit les valeurs centrales des métiers d'art, qui pour moi sont la matière, le savoir-faire, la beauté, la créativité. Et là, j'ai mis en parenthèse, ce sont des petites variantes. Donc, on parle de matière ou matérialité, de savoir-faire ou de transformation de la matière, de beauté ou d'ornementation, de créativité. Là, on parle évidemment d'innovation. Je passe à la prochaine diapo. Si mon ordinateur veut bien coopérer. OK. Donc, je reviens sur l'idée des axes que je vous présentais, donc les deux axes, horizontal et vertical. L'axe 1, en fait, qui est l'axe vertical. Donc, l'axe vertical est basé sur la notion de procédé de fabrication de l'objet. Et l'axe horizontal est basé sur la notion de fonction de l'objet. Je reviens rapidement au graphique. Si on regarde ici le mode de production, donc c'est un procédé artisanal qui nous amène à une approche artisanale et un procédé industriel
industrielle qui nous amène à une approche industrielle. Quand je parle d'industriel, je parle de privilégier la production en très grande série ou en grande série, grosso modo. Et quand je parle d'approche artisanale, évidemment, ce ne sont pas nécessairement des grandes séries, mais ce sont des objets dans lesquels le processus de fabrication est plus axé sur la production d'objets individuels. Donc, c'est l'axe sur le modèle de production. Et l'autre axe qui est ici, horizontal, en fait, va parler de fonctions utilitaires de l'objet en métier d'art. Et il va parler aussi de fonctions symboliques de l'objet en métier d'art. C'est-à-dire que, par exemple, un objet en art visuel, sculptural, n'a pas une fonction utilitaire, mais il y a une fonction symbolique, en fait. C'est comme un récipient pour des concepts, des références, etc. Donc, quand on parle de fonction de l'objet, il faut faire attention entre l'utilitaire. Des fois, on confond les termes. Un objet artistique est fonctionnel. Il fonctionne dans la société. Il a un rôle. Donc, mais il n'est pas utilitaire, en fait. Donc, voilà la grande différence. Je reviens à l'idée des approches de tout à l'heure. Donc, l'approche artisanale, l'approche industrielle, l'approche décorative et l'approche artistique. C'est pour ça que le modèle c'est basé sur l'idée d'approche en métier d'art et non pas en termes de catégorie fixe, si on veut. Il y a une notion qui est importante aussi parce qu'évidemment, je reviens très rapidement au modèle ici. On voit que c'est des axes et les axes sont très bien définis, mais il y a ici des espaces entre les axes. Par exemple, il n'y a pas une opposition ici dans le modèle. C'est-à-dire qu'on peut avoir une approche qui serait à mi-chemin entre l'approche artistique et l'approche industrielle, par exemple. Et là, évidemment, on tombe dans une zone que moi j'appelle hybridité. On pourrait parler d'ambiguïté, mais dans l'ambiguïté, il y a une connotation un peu négative des fois, alors que l'hybridité a une connotation qui est plus positive. Donc, ça ne veut pas dire encore là que tout est défini en fonction des axes spécifiques, mais les catégories, les approches peuvent se superposer. Donc, l'hybridité, c'est le caractère hybride d'un être ou d'une chose, composé d'éléments de différentes natures, qui proviennent d'un croisement en différentes espèces, par exemple, ou qui rassemblent deux éléments de nature différentes. Donc, comme je vous mentionnais, l'idée, des fois, c'est de dire, ben moi, à la limite, il est, par exemple, possible de produire un objet d'art en métier d'art, un objet artistique en métier d'art, en utilisant la technologie industrielle de manière artisanale, par exemple. Là, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin, mais là, on se rend compte qu'on passe d'un concept à l'autre pour arriver quand même à quelque chose qui est unifié. Si je me sers d'une machine industrielle, mais de manière artisanale pour produire un objet d'art, évidemment, je me promène dans le modèle entre les approches et entre les fonctions et la symbolique. Une chose par rapport au modèle qui est peut-être un peu particulière, c'est que moi, j'ai fait un doctorat en histoire de l'art pour pouvoir arriver à cela, ce que je vous présente aujourd'hui. Mais contrairement à beaucoup de chercheurs universitaires, en fait, moi, mon approche vient du terrain et je suis allé vers le monde académique par la suite, dans le sens que moi, c'est vraiment mon expérience d'artisan qui m'a amené à vouloir répondre à certaines problématiques et puis adresser certains problèmes. Je ne suis pas passé d'un point de vue académique pour aller vers les métiers d'art, mais je suis parti de mon expérience de terrain. Et puis là, je voulais montrer un peu là, rapidement, évidemment, de quoi il s'agit, parce que de ce côté-là, je pense qu'entre artisans et métiers d'art, on peut comprendre là, nos expériences respectives. Bon, ça, c'est moi dans l'atelier. Quand j'ai commencé ma carrière en métier d'art au début des années 2000, j'ai été rapidement intégré dans le milieu des métiers d'art, dans le sens où j'ai reçu des prix. J'ai fait, par exemple, ici la première page de la presse, ma première année au salon. Mes objets ont été publicisés et tout ça. Donc, j'ai été très bien intégré dans le milieu des métiers d'art. J'arrivais d'une école en métiers d'art et je faisais des métiers d'art. Mais assez rapidement, à travers des événements en métier d'art, j'ai fini et des croisements en différents éléments. J'ai participé, entre autres, au Salon des maisons et objets à Paris. Et là, après cet événement-là, parce que le Salon de maisons et objets, c'est à la fois un salon métier d'art et design, j'ai été intégré dans le monde du design, par exemple. Moi, je n'ai pas de formation, j'ai une formation collégiale en métier d'art. Mais, par exemple, ce livre-là est sorti au milieu des années 2000, en 2006, si je ne me trompe pas, qui est le design industriel au Québec.
Et vous voyez dans ce livre sur le design industriel au Québec, là où ça m'a mené mon expérience dans le domaine du design, c'est qu'on a, entre autres, ça, c'est 2 photos qui sont tirées du livre. J'ai été considéré comme un designer industriel pendant un certain nombre d'années. Je participais au CIDIM, j'allais en France faire la Biennale de design de Saint-Étienne et tout ça. Donc, sans trop le vouloir, je me suis ramassé designer. Et là, j'ai eu besoin d'une deuxième carte d'affaires après souffleur de verre, c'était designer verrier. Un autre moment dans ma carrière, j'ai voulu mettre la production en guillemets de côté. Et là, j'ai commencé vraiment à faire des pièces de galerie artistiques, sculpturales, non utilitaires. Par exemple, ça, c'était une collaboration que j'ai faite avec un photographe qui s'appelait Jocelyn Philibert. Et là, je me suis mis vraiment à produire des objets qui n'avaient aucune fonction utilitaire. Donc, je n'étais plus dans le design du tout. Là, j'étais vraiment dans les arts visuels, même parce que j'exposais dans des galeries d'art visuel et non plus en métier d'art. C'est ce que je voulais faire à l'époque et puis je me suis rendu là. Et à travers tout ça, j'ai participé de manière régulière, en même temps que j'étais designer, en même temps que j'étais artiste, en même temps que j'étais artisan en métier d'art. Mais j'ai exploré aussi le côté artisanaux-folklorique des métiers d'art, où là, la photo qu'on voit, c'est moi puis un collègue, Francis Coupal. On faisait, ça c'est le Festival des vieux métiers de Longueuil, où on faisait des métiers d'art folkloriques là, en démonstration et tout ça. À côté de nous, il y avait une femme avec un rouet. À côté de nous, il y avait le forgeron à l'ancienne, etc. Donc, tout ça pour dire que les 4 approches, moi, avant même de faire mes études, j'y avais touché d'une certaine façon. Donc, après, moi, j'avais vraiment une interrogation rendue là. C'est quoi ma pratique? Est-ce que je suis un artiste? Est-ce que je suis un artisan? Est-ce que je suis encore en métier d'art? Est-ce que je dois me réclamer des métiers d'art quand je fais du design? Parce que mon expérience, c'était des champs qui n'étaient pas toujours très compatibles, en fait. Il fallait à la limite changer d'habillement et de vocabulaire pour pouvoir avoir du succès au CIDIM versus le Salon des métiers d'art, par exemple. Donc, il y a tout au niveau comportemental, il fallait qu'à la limite, je modifie mon discours. Et c'est là que je suis allé faire une maîtrise et ensuite un doctorat pour comprendre, en gros, les métiers d'art. Et ça m'a amené à travailler sur le modèle parce qu'il fallait que j'explique à mes collègues universitaires c'était quoi les métiers d'art et les définitions que moi, je leur proposais ne faisaient pas l'affaire, grosso modo. Et c'est là que je me suis vraiment engagé à vouloir définir puis expliquer c'était quoi les métiers d'art. Le modèle a beaucoup évolué. Et encore là, je reviens à Louise qui m'a beaucoup aidé dans l'évolution du modèle. Je passe très rapidement parce que c'est des détails pour l'instant, mais juste pour vous montrer ici, par exemple, qu'il n'y avait pas de centre au départ. Parce que les métiers d'art étaient tellement difficiles pour moi à définir, c'est que je les ai définis par ces champs périphériques auxquels ils sont liés et non pas par les métiers d'art en eux-mêmes. Donc, ça a déjà été une première étape. Et là-dessus, je m'étais basé sur un article. Ceux qui ont fait des études en histoire de l'art vont reconnaître cet article célèbre-là de Sculpture in the Expanded Field par Rosalind Cross, où elle essayait d'expliquer dans les années 60-70 c'est ça en tant que sculpture. Et ça, c'est un trou dans le sol qui avait été fait par des artistes de l'environnement à l'époque. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer, lier ça à la sculpture alors que c'est un trou dans le sol? Donc, moi, ça me ramenait à mon idée des métiers d'art, difficile à définir par le centre. J'arrivais mal à le définir, mais je réussissais à le définir par les autres champs auxquels il était lié. Donc, ce qui m'a permis de remplir le modèle, en fait, c'est les valeurs. Et puis ça, c'est arrivé il y a peut-être 2 ans où j'ai fini par comprendre que ce qui reliait le Centre des métiers d'art à lui-même, c'était vraiment un ensemble de valeurs, encore là. Et donc, la valeur devient très importante. La valeur, c'est un terme qui implique, en fait, 2 choses. C'est qu'il y a des valeurs symboliques et il y a des valeurs économiques et souvent sont attachées à un. Quand on parle de valeurs, évidemment, on peut parler de valeurs économiques, là, de tout ce qui est commercial. Et il y a des valeurs symboliques. Et souvent, ils sont liés les unes ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un grand capital symbolique dans notre société, comme l'œuvre d'art, a tendance à avoir un plus grand capital économique qui lui vient avec, mais ce n'est pas toujours évident. Des fois, il y a des choses qui ont un grand capital symbolique,
et qui, en bout de ligne, valent très peu cher sur le marché, où il y a des choses qui ont... donc, je passe très rapidement, mais il faut comprendre que la valeur, elle est symbolique. Comme moi, ce que je mets dans le modèle, le savoir-faire, évidemment, ce sont toutes des valeurs symboliques, mais il y a des conséquences économiques à ces valeurs-là aussi qu'il faut évidemment engager. Puis des fois, ça peut expliquer pourquoi nous, dans les métiers d'art, on n'a pas le même niveau de capital économique que les gens en art visuel, par exemple. Donc voilà, je reviens sur mon idée des valeurs au centre du modèle. Donc, ce sont vraiment encore là des valeurs symboliques, mais qui impliquent des valeurs économiques en bout de ligne, la matérialité, la transformation de la matière, l'ornementation et l'innovation, qui pour moi ont toujours été centrales. Et aussi, le champ culturel des métiers d'art est apparu dans les années 60. Quand on parle de métiers d'art avant 1960, c'est un peu anachronique, mais par extension, on peut ramener le début des métiers d'art, la préhistoire des métiers d'art aux années 1930 à l'École du meuble. Donc, pour moi, c'est important aussi que cette définition-là prenne en compte aussi les métiers d'art depuis 1960, ce que sont les métiers d'art actuellement, mais devait aussi rendre compte de ce que pouvaient être les métiers d'art entre 1930 et 1960, par exemple. Donc, ça inclut aussi le modèle les métiers d'art depuis l'origine. Pour moi, ça, c'est important, que toutes les productions de métiers d'art, peu importe le temps ou l'espace, puissent être incluses dans le modèle. Je vais terminer la fin de mon intervention avec quelque chose qui est très lié au modèle écologique dont on parle aujourd'hui, qui est la théorie de l'acteur réseau ou l'acteur network theory. C'est un Français, évidemment, il a développé des termes en anglais, mais l'idée de Bruno Latour, c'est le travail en réseau. Donc, c'est un modèle qui est basé sur le modèle écologique, mais qui, en soi, va prendre en compte pas juste les êtres vivants dans le milieu, qui est la base du modèle écologique, mais va prendre l'ensemble de tout ce qui existe dans le milieu, que ce soit vivant ou non vivant. Donc, par exemple, le modèle à l'acteur réseau appliqué à l'écologie va prendre en considération les roches, le sol, la température ambiante, le taux d'humidité, les poussières dans l'air et tout ça. Donc, tout ce qui fait partie d'un environnement, mais qui est du non-vivant, peut être inclus dans le réseau. Et donc, on parle d'acteurs, c'est-à-dire les acteurs qui peuvent être des humains ou des choses et qu'on peut relier ensemble. Je donne un petit exemple facile, puis c'est là, vous voyez, là, pendant que je parle. Moi, je peux m'intégrer dans le réseau, c'est-à-dire que moi, Bruno Andrus, en tant qu'acteur, je produis, par exemple, des objets d'un certain type. Mais quand je parle du Conseil des métiers d'art, ce n'est pas une personne, c'est un organisme. Et c'est là que la théorie de l'acteur réseau permet de réseauter, c'est-à-dire qu'on peut relier ensemble un individu, un organisme, un programme, un outil, donc des choses qui sont humaines et non humaines. Je pourrais aussi décomposer le Conseil des métiers d'art en tant que réseau d'acteurs. En tant que réseau d'acteurs, dans la mesure où je peux parler de Julien, je peux parler de Dominique, je pourrais parler de Louise, etc. Donc, si moi j'ai un contact personnel à l'intérieur du conseil avec Julien, bien, Julien devient un peu un membre de mon réseau, même s'il fait partie d'un organisme qui est aussi non humain. Et donc, encore là, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, même si c'est un petit peu complexe, mais ça nous permet, en fait, de faire des réseaux comme ça qui incluent des personnes, des techniques, des outils, des institutions, des organismes et tout ça. Et en établissant son réseau comme ça, là, j'essaie de changer de diapo. OK. L'idée, en fait, en conclusion, je conclus, c'est de pouvoir, en fait, utiliser le modèle. Moi, ce que je vous très techniquement, l'idée, c'est peut-être d'imprimer le modèle sur une feuille de papier. Et après ça, avec l'idée de la théorie de l'acteur réseau, ce serait de vous situer dans le modèle et ensuite de situer votre réseau d'acteurs, vos galeries, le magasin, votre distributeur, les supports structurels et tout ça, et les placer aussi dans le modèle. Et après ça, vraiment de pouvoir définir votre réseau,
que vous pouvez après ça décomposer aussi, avoir 2 ou 3 réseaux. Comme je vous dis, vous pourriez avoir dans le modèle un acteur qui est CMAQ, après ça, dans un autre modèle, avoir un acteur qui est par exemple Julien, Louise, etc., qui permet de voir à l'intérieur même la structure du CMAQ, qui sont les gens qui sont là pour nous. Donc, c'est vraiment un modèle qui se superpose. Donc, l'idée du schéma et par la suite, l'idée de développer son réseau sur le schéma. Puis, vous allez voir, le fait que ce soit visuel et non pas littéraire, là, dans le sens d'écrire des phrases, ça devient comme un jeu avec lequel, du mind mapping, et puis ça devient un jeu avec lequel il est facile aussi de s'amuser jusqu'à un certain point. Voilà, merci beaucoup, Voilà. Monsieur Andrus. Merci. Rien. Merci. Alors, on revient à vous dans quelques minutes avec les questions. Pour l'instant, on va passer à Julien Sylvestre de nouveau. Et puis, puisque Julien va maintenant, je vous rappelle qu'il est directeur général du Conseil des métiers d'art depuis 2019, mais il va nous présenter cet écosystème des métiers d'art. Donc, déjà, on est dans ce réseau que vous connaissez. On va l'expliquer un peu davantage, mais Julien évolue dans le milieu culturel québécois, en fait, depuis plus de 15 ans. En tant que gestionnaire, il a occupé plusieurs fonctions de direction au sein d'institutions montréalaises, notamment Espace Go, le Théâtre du Nouveau Monde. Il a siégé à de nombreux conseils d'administration. Il intervient, par exemple, actuellement auprès du FIFA, le Festival international des films sur l'art, comme de Culture Montréal. Donc, il a une connaissance très large des réalités, des enjeux, des réseaux, aussi des réseaux professionnels en art et en culture. Alors, voilà, il collabore régulièrement au Conseil des arts, aux 2 conseils des arts. Donc, Julien Sylvestre, on vous écoute nous décrire cet écosystème quand même assez complexe. Julien. On revient à vous. Voilà, merci. Alors, j'avais des problèmes de micro. Alors, je vais faire rapide. Donc, on a une douzaine de minutes pour faire le tour d'un écosystème à la fois simple et complexe. L'objectif, c'est surtout d'alimenter les échanges qui vont suivre après et de vous faire un point central, de vous présenter un point central qui va teinter fondamentalement en quoi notre écosystème en métier d'art se distingue des autres milieux en agriculture. Alors, vous allez aussi, une petite précision technique, m'entendre m'adresser à Catherine régulièrement. C'est Catherine qui gère le PowerPoint aujourd'hui pour des raisons techniques. Et voilà. Donc, Catherine. Encore un. Alors d'abord, quelques constats. Les métiers d'art occupent une place significative dans l'univers artistique, culturel, social, économique au Québec. C'est une place qui est d'autant plus importante qu'ils vont porter pour beaucoup des valeurs d'éco-responsabilité, d'achat local, de développement régional, avec une certaine familiarité et leur présence sur l'ensemble du territoire québécois. Ils sont un des points de contact les plus directs entre les créateurs et la population, et ils vont contribuer activement à la vitalité économique du Québec, notamment en région. Alors on le voit, la question du territoire est essentielle en métier d'art. Au Québec, le nombre d'artisans professionnels est d'environ 3000, dont les 2/3 sont des femmes entrepreneurs en région. Ça, c'est un élément majeur dans notre écosystème. Plus largement, le secteur va représenter à peu près 7000 emplois et un demi-milliard de dollars du PIB, sans même prendre en considération les métiers d'art en architecture et patrimoine ou les grandes entreprises prémanufacturielles qui vont employer essentiellement des artisans professionnels. Catherine? Alors, la réalité d'artistes entrepreneurs qui émerge depuis quelques années au Québec pour l'ensemble du milieu des arts et de la culture, elle est assumée depuis toujours par les artisans professionnels qui sont par nature des artistes entrepreneurs. D'ailleurs, l'autodiffusion est une caractéristique importante du domaine. Les artistes diffusent leur œuvre soit personnellement, soit par l'entremise d'organismes qu'ils mettent en place. Ils vont donc initier, gérer, animer des lieux, des événements de diffusion où l'artisan est toujours au cœur des initiatives. Catherine? Alors, comme le soulignait Bruno, notre écosystème, il se caractérise par une diversité de pratiques professionnelles. Je ne vais pas trop m'attarder, mais on parle de diversité, d'une part, de la centaine de métiers qui est rattachée au savoir-faire de plus de 15 matériaux qui font appel à des milliers de gestes et techniques, la diversité des intentions, de l'œuvre d'expression, décorative à utilitaire, la diversité des modes de réalisation, des techniques artisanales aux approches design, des pièces uniques aux petites ou grandes séries,
La diversité des marchés, des canaux de distribution, du marché local, touristique, au salon, au marché de l'art, notamment à l'international, et la diversité, enfin, des choix de carrière, des choix d'affaires, du travail autonome à l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Pardon. Alors, pour caractériser notre écosystème, on va utiliser le concept de chaîne de création de la valeur économique. En art, donc, les maillons création, production, diffusion, développement collectif, qui va inclure les fonctions de gestion, de formation professionnelle, de médiation notamment. Alors, l'avantage de ce modèle-là est double, c'est qu'il va nous permettre de montrer les interrelations entre les maillons. Il met plus facilement en lumière les maillons de chaque chaîne, de la chaîne, pardon, et il va nous permettre de comprendre en quoi les métiers d'art se distinguent des autres secteurs du milieu culturel. Alors, je vous vends tout de suite le punch. Les métiers d'art sont dans une chaîne de création de valeur économique courte, contrairement à la plupart des autres milieux en agriculture. Alors, pour mieux comprendre, j'ai pris l'exemple d'une chaîne longue qui est celle du cinéma. Alors, dans une chaîne longue, comme celle du cinéma, les maillons vont référer à des personnes et des institutions différentes. Alors, par exemple, on va retrouver sous la création, Catherine, tu peux en faire 2-3 de suite, je crois qu'il y a un enjeu, voilà, parfait. On va retrouver, par exemple, sous le maillon création, les scénaristes, les réalisateurs, les comédiens, les producteurs, les salles de cinéma qui sont des maillons différents. Donc, non seulement il va y avoir des personnes et des institutions différentes pour remplir les différentes fonctions, mais il y a aussi des regroupements différents pour représenter les diverses fonctions. Donc, on va retrouver des associations nationales d'auteurs, un syndicat de comédiens, des regroupements de salles de cinéma. Donc, on parle vraiment à des personnes, des institutions, puis des organisations différentes. Ça, c'est la chaîne longue. Dans la chaîne courte, dans l'écosystème métier d'art, ce sont les mêmes personnes qui vont remplir plusieurs fonctions. Et ça, c'est fondamental dans notre milieu. C'est probablement le point le plus important à retenir. La chaîne est articulée en une chaîne courte avec plusieurs caractéristiques. Les personnes sont à la fois des créateurs, des producteurs, des diffuseurs, qui vendent d'eux-mêmes une grande partie de leur production. Elles peuvent être des travailleurs autonomes et aussi souvent des entrepreneurs. Quand les artisans souhaitent compléter leurs revenus par différents travaux, ils vont le faire dans des fonctions qui sont reliées à leur domaine et qu'on va souvent classer habituellement dans les travailleurs culturels. Donc l'enseignement, la diffusion, la médiation, la gestion, les ventes. Alors ça, c'est le concept simplifié, fondamental pour comprendre la structure spécifique de notre écosystème où il y a peu d'organisations, les artisans sont toujours au centre, mais bien entendu, le modèle est ensuite décliné, complété par plusieurs travailleurs culturels, entreprises, organismes. On va le décliner un petit peu. Alors, Catherine, encore un peu. Donc, dans le maillon création, les artistes des métiers d'art contribuent le cœur de l'écosystème. Ils sont d'abord des créateurs, régis par la loi 32.01, la loi sur le statut de l'artiste, où pour être reconnu comme un artisan ou un artiste en métier d'art, on doit répondre aux 4 critères. On s'en est parlé tantôt, il y a à peu près 3000 artisans au Québec, dont environ 1000 sont membres du CMAQ. Ils sont répartis dans plus de 100 métiers selon les matériaux utilisés et ils sont disséminés dans toutes les régions du Québec. Ils animent les régions au plan culturel, autant pour les gens qui y vivent que pour ceux qui les visitent. Donc, ils vont jouer vraiment un rôle important sur l'attractivité de l'offre touristique des régions aussi. Ils sont vraiment au cœur de différents événements culturels. Ensuite, on arrive au maillon production et on a affaire ici aux mêmes 3000 artistes et artisans créateurs qui sont engagés dans la production. La plupart va posséder un atelier de production équipé, des outils nécessaires à leur spécialité. Également, les jeunes artisans qui veulent, ou ceux qui veulent explorer de nouvelles façons de faire, notamment en utilisant les outils numériques, ils ont besoin de certains outils qu'ils ne disposent pas eux-mêmes. Donc, des organismes vont mettre à disposition des ateliers spécialisés. Plusieurs écoles ateliers ont créé des incubateurs d'entreprises qui permettent à leurs diplômés et à d'autres artisans d'amorcer leur carrière en utilisant des outils de production qu'ils ne possèdent pas encore ou en offrant du soutien ou des équipements aux professionnels en exercice. On dénombre aussi quelques centres d'artistes, des ateliers, des Fab Labs qui offrent la possibilité d'utiliser des équipements de production spécialisés. Et pour produire, les artisans vont acheter des matériaux à de très nombreuses entreprises au Québec et ailleurs. Alors, on a établi une liste loin d'être exhaustive de plus de 60 fournisseurs au Québec, une dizaine dans le reste du Canada, en dehors du pays, en plus des fournisseurs d'équipements et de services.
On peut nommer aussi dans certains cas, comme pour la joaillerie à Montréal, les artisans travaillent au cœur de regroupements qu'on assimile à des grappes, donc à des groupes de fournisseurs de matériaux, d'équipements et de services. Dans le maillon suivant, Catherine. Merci. Donc, la grande majorité des artistes et des artisans en métier d'art commercialisent eux-mêmes au moins une partie de leur production. Ils font parfois directement à leur atelier ou avec le concours d'un grand nombre d'organisations qu'ils ont souvent eux-mêmes mises sur pied et qu'ils vont gérer dans de nombreux cas. On parle de boutiques, de salons, d'économusées en métier d'art, d'événements, de marchés de Noël, de parcours touristiques, de symposiums. Évidemment, ça varie selon les pratiques. Alors, pour les artisans en architecture et patrimoine, ils vont faire affaire avec les grands donneurs d'ouvrages, les entrepreneurs, les architectes, les promoteurs, les propriétaires privés. C'est le maillon dans lequel les travailleurs culturels vont jouer un rôle important dans le domaine, qu'on parle des vendeurs, des organisateurs d'événements, des gestionnaires, des promoteurs touristiques, mais quels que soient les moyens utilisés, les artisans et les artisanes, ils jouent toujours un rôle actif central. Alors, vous voyez ici une liste non exhaustive des points de vente à l'intérieur du Québec. On en a aussi recensé un certain nombre dans les provinces canadiennes, aux États-Unis, en Europe, auxquels les artisans participent et vendent leur production. Diapo suivante. Alors, pour la diffusion non commerciale, évidemment, il y a des produits qui sont diffusés en dehors des circuits commerciaux, soit par les musées, les centres d'artistes, les centres culturels, les maisons de la culture, divers événements culturels. Certaines ventes peuvent s'y faire, mais ces lieux vont d'abord servir à présenter à divers publics les œuvres des métiers d'art. Et à l'intérieur de ce type de diffusion, les artistes et les artisans jouent souvent un rôle de médiateur. Alors, pour le Québec seulement, on a établi une liste de plus de 30 musées dont les collections ou les événements vont présenter des objets métiers d'art, notamment le Musée des métiers d'art du Québec, qui est spécialisé dans les œuvres métiers d'art. Une vingtaine de centres d'artistes qui vont accueillir ou offrir des services, quelques maisons patrimoniales qui présentent des expositions, des activités en architecture et patrimoine, plus de 40 centres culturels, les maisons de la culture, les centres d'exposition qui font une place aux métiers d'art, etc. Je vais passer un petit peu vite parce que je prends un peu trop de temps. Diapo suivante. Sur le développement collectif, la formation est un des outils les plus importants pour soutenir le développement professionnel et en conséquence le développement collectif des métiers d'art, puisque ce sont ces personnes et leurs créations qui vont créer l'image des métiers d'art. Alors les artisans professionnels viennent de divers horizons de formation, les disciplines des arts, du design, de la mode, des métiers, des sciences. Ils se rassemblent autour des connaissances sur les matériaux et les savoir-faire, donnent leur personnalité à leur création, à leur carrière, à leur entreprise. La formation va prendre plusieurs formes. Alors, il y a la formation initiale au secondaire pour les techniques, pour les bases techniques de certains métiers dans un parcours scolaire. Il y a la formation au cégep et dans les ateliers, dans les écoles ateliers, pardon, pour la profession d'artisan, métier d'art, en parcours scolaire ou en changement de carrière. La formation continue sous de multiples formes, ponctuelles, parcours, accompagnement à l'entrepreneuriat, développement des affaires, ce sont les accélérateurs, soutien à la recherche, création, résidence, stage, workshop au Québec ou à l'international. Formation supérieure, le plus souvent dans des disciplines des arts, souvent hors Québec, alors un maillon aussi extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'une part, c'est que malgré toute la diversité de pratiques, il y a un point de convergence très fédérateur autour de la maîtrise des savoirs et des savoir-faire des artistes et des artisans métiers d'art. Bruno en parlait tantôt. D'autre part, ce point de convergence-là se retrouve dans un écosystème au sein d'une chaîne de création de valeur courte où les artistes sont toujours au cœur des initiatives et où il y a donc énormément d'interdépendance. Il y a donc peu d'organisations et les actions de quelques-uns ont un fort impact. Et ça se ressent beaucoup dans notre écosystème. Et le dernier point, dans un écosystème où la production elle est dirigée vers un large public, ça témoigne de l'importance économique du domaine où interviennent de nombreux fournisseurs. Un élément important, le territoire. Les artisans de métiers d'art sont disséminés partout au Québec. Encore une fois, les 2 tiers des artisans sont des femmes
entrepreneurs en région. Ils ont un rôle important d'animateur économique et culturel et ils soutiennent le développement régional et de nombreuses activités touristiques. Si j'ai encore une minute, je ne sais pas, mais je vais prendre la chance, on me fait signe que oui. Peut-être un dernier mot sur le rôle du conseil dans cet écosystème-là. Alors, comme pour les autres secteurs culturels, l'Association nationale va prendre en charge les aspects de regroupement, de représentation du domaine, et elle assume un mandat de service et de formation continue, de développement professionnel. Mais la spécificité de l'écosystème va apporter deux fonctions supplémentaires qui ne sont pas assumées par d'autres entités de notre domaine. Il y a la fonction de reconnaissance par les pairs pour faciliter l'accès au statut professionnel selon les termes de la loi, pour valoriser l'excellence des savoir-faire propres au métier d'art. Alors, le registraire assure par des processus rigoureux la définition, l'application, la diffusion dans le milieu de normes et standards, animés par des pairs pour la révision, la mise en application. Ces normes-là contribuent à la professionnalisation des métiers d'art, notamment en région, à la valorisation du statut professionnel et des réalisations des artistes et des artisans. Donc, c'est un rôle très spécifique. Et dernière fonction, c'est une fonction de soutien à la diffusion et la commercialisation professionnelle. Donc, ce n'est pas le seul diffuseur, mais c'est une fonction de soutien, en plus de promouvoir des modèles d'affaires et des événements qui sont portés par d'autres structures. Le conseil va organiser des événements professionnels où les participants sont des artisans professionnels reconnus et qui sont parmi les événements qui génèrent les revenus les plus importants. Donc, ça a un impact aussi dans le milieu pour le rayonnement des métiers d'art au Québec. Évidemment, il va prendre en charge ces fonctions-là au sein d'un domaine, on l'a dit plusieurs fois, qui est caractérisé par une pluralité de pratiques qui, bien que reliées autour de l'excellence des savoirs et des savoir-faire, sont extrêmement différents, demandent des expertises différentes, des ressources différentes et vont viser des publics et des réseaux différents. Alors, j'ai terminé. Peut-être juste pour finir, la description complète de l'écosystème, elle est en ligne sur le site web. On va pouvoir vous mettre le lien dans le chat. Je veux remercier vraiment aussi Louis Chapadeau et Suzanne Dion qui ont travaillé beaucoup sur ce travail d'inventaire et de mise en lumière. Et je vous repasse la parole, François. Merci beaucoup, Julien. Voilà, c'est une première période d'échange. Alors, vraiment deux présentations formidables. On le voit, la diversité, mais aussi l'évolution des identités, à la fois des artisans au centre de ces réseaux-là et du milieu lui-même. Alors, vraiment, je pense que vous aurez peut-être déjà à ce moment-ci, on a vraiment une dizaine de minutes au moins pour des questions, peut-être de clarification, des questions qui s'adresseraient ou à Bruno Andrus ou à Julien Sylvestre pour parler davantage de l'écosystème des métiers d'art. Alors, les mêmes consignes, je vous invite à lever la main, donc à demander la parole en allant à l'icône de réaction et en pesant sur le bouton ou la mention « Lever la main ». Et quand je vous nommerai, ouvrez micro et caméra et soyez assez concis pour les questions, mais aussi pour les réponses. Alors, voilà qu'on puisse entendre le maximum d'interventions. Alors, est-ce que déjà certaines personnes aimeraient y aller de leurs interventions, de leurs réactions aussi à ces deux présentations? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait d'un milieu en évolution quand même assez rapide? On le voit, Bruno Andrus nous parlait de la dimension historique. Il a tenu à l'intégrer dans son schéma, dans son modèle, mais on le voit que ça évolue quand même assez rapidement. Il y a une hybridité des pratiques, des rôles aussi. Alors, comment réagissez-vous à tout cela? Alors, voilà qui aimerait prendre la parole à ce moment-ci. J'essaie de voir si certaines mains se sont levées ou pas. N'hésitez pas, quelqu'un doit briser la glace. Sinon, je vais le faire. Voilà, moi j'aurais peut-être une question, oui, qui s'adresserait à Bruno, là, si ça peut suggérer d'autres questions. Je vous écoutais, Bruno, et je trouvais ça formidable d'avoir votre parcours est un exemple même d'évolution d'une identité d'artiste et d'artisan vers des formes différentes, une façon de travailler différente, mais est-ce que ça ne ressemble pas à ce qui se passe dans plusieurs autres domaines de la culture? C'est-à-dire cette tendance d'aller vers des formes hybrides. On le voit en littérature, on le voit en théâtre, on le voit en cinéma, on le voit en radio, on le voit dans la musique. Est-ce qu'il n'y a pas là un effet d'écho un petit peu entre cette évolution des métiers d'art versus l'évolution d'autres formes de pratiques artistiques? Bruno Andrus, est-ce qu'on peut vous voir?
Je vois qu'il y a une main levée. Voilà, attendez. Je devrais la voir tout de suite. Mhm. Alors, voilà, est-ce qu'on peut donner le micro à la personne qui a la main levée? Que je la vois. Est-ce que tu veux que je réponde à ta question, Françoise? Oui, oui, ben oui. Oui, Bruno, répondez d'abord à ma Parfait, question. OK. Est-ce que vous avez fait ce Merci. parallèle-là entre l'évolution des métiers d'art et Euh, l'évolution de plusieurs oui, disciplines? oui, tout à fait. Oui, ben effectivement, ben en fait, on est dans un nouveau paradigme, hein. Je ne vais pas trop aller dans la théorie historique, mais on est passé. Vraiment, les métiers d'art, c'est un produit de la modernité, hein. Ça a apparu dans les années 60 dans le contexte de la Révolution tranquille au Québec. Donc, c'est très lié à la période moderne. Et maintenant, les historiens, la modernité s'est terminée dans les années 70, hein. On est dans ce qu'on appelle la période postmoderne. Et dans la postmodernité, l'hybridité est effectivement quelque chose qui est beaucoup mis de l'avant. Là. On le voit au niveau de même de l'individu, tout ce qui est les notions de genre, etc., ce qu'on entend de ce temps-ci ou par rapport aux relations internationales, tout ça. Bon, fait que la notion d'hybridité, puis une façon que ça se manifeste vraiment dans les métiers d'art, moi, je dirais, un exemple concret de ce que vous mentionnez, c'est qu'avant, les gens avaient tendance à faire des métiers, hein. On parle de métiers d'art. Moi, mon métier, c'est souffleur de verre, par exemple. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que le métier, c'est une chose. Le métier, c'est très moderne, hein. Moi, j'ai décidé d'être souffleur de verre et puis je voulais faire ça toute ma vie, souffler du verre. Alors que, par exemple, les jeunes, présentement, n'ont pas cette idée de faire un métier toute leur vie. Ils sont plus dans une idée d'approche ou dans... c'est pas tant l'idée de métier qui est là présentement, encore là, c'est plus, en fait, l'idée des pratiques. Les gens vont mélanger les pratiques. Ils vont, par exemple, à la fois étudier en joaillerie et en céramique. Et après ça, vont arriver avec un produit qui est original. Donc, l'idée, c'est d'associer différentes pratiques qui peuvent être des approches au métier d'art, mais qui ne sont pas nécessairement l'idée de faire un métier toute sa vie. Dans le sens de, souvent, les joailliers vont, par exemple, j'avais une rencontre ce matin avec Caroline, on va parler de joailliers qui vont aussi faire des intégrations architecturales dans l'environnement bâti, par exemple, donc, ça, c'est effectivement, là, on voit, c'est une très grande tendance, c'est que les gens vont aller moins vers le métier et un métier toute leur vie, comme c'était l'ancienne idée, entre guillemets. La caractéristique de l'hybridité, c'est de passer à la limite d'un métier à l'autre, d'une approche à l'autre, ou les superposer aussi. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, une fluidité de l'identité Oui, artistique. l'identité est plus fluide. On passe plus facilement d'une catégorie à l'autre maintenant. Oui. Alors qu'avant, encore là, même moi, dans les années 90, il fallait choisir entre ci et ça. Alors que les gens là, accumulent, vont chercher l'originalité dans la production en accumulant différentes choses. Et ça, c'est très postmoderne encore. Là, on n'est plus dans la modernité. Voilà. Alors voilà, qui veut, on peut enchaîner. Quelqu'un avait levé la main, mais je n'arrive pas à voir cette main levée. Est-ce que oui, vous on la voit voyez? Aude Gendreau-Turcotte. Ah, parfait. Alors voilà, vous avez la parole, monsieur. Tournelle, pardon. Oui, bonjour. Catherine. Moi, c'est moins une question qu'un commentaire, en fait, là, en étudiant tout ça. C'était très intéressant, merci. Je remarque qu'effectivement, là, ce que vous appelez la chaîne courte, là, qui, moi, je vais avoir tendance à l'appeler comme étant un grand degré d'autonomie que les artistes artisans vont avoir pour arriver à finalement à accomplir toutes ces différentes tâches eux-mêmes. Mais ce que je remarque aussi, c'est que le milieu, finalement, les organismes qui sont impliqués et qui sont autour des métiers d'art au Québec offrent peu d'options. En fait, c'est ça, il y a peu d'options de développement professionnel, en fait, je pense. Là. J'aimerais ça vous entendre, vous, là-dessus, Bruno et notamment, là, mais tu sais, c'est ça, le développement professionnel, on l'a vu, il n'y a presque pas d'opportunités de cours universitaires dans le milieu des métiers d'art. Vous parlez d'hybridité tantôt. Hein? Quelqu'un en céramique va ensuite aller faire le cours en joaillerie. Ben, est-ce que c'est aussi peut-être, oui, il y a un phénomène postmoderne d'hybridité. Est-ce que c'est aussi parce que le milieu n'offre pas assez d'options de développement professionnel? Est-ce que vous ne trouvez pas moi, en tout cas, en lisant le rapport, tout ça, c'est une des observations que j'avais. J'aimerais bien vous entendre là-dessus.
Voilà. Alors, qui veut répondre? Julien d'abord, peut-être, puis ensuite Bruno. Julien Sylvestre. Oui. Je vais répondre en deux. Moi, je suis normand d'origine, alors en bon normand, je vais dire Peut-être que un peu oui, peut-être oui, que un peu non. non. Je pense que effectivement, il y a des opportunités de développement professionnel. Ça dépend ce qu'on entend par là. Si on parle d'une formation supérieure en métier d'art, effectivement, il y en a peu ou pas. Ça, c'est un enjeu majeur de notre milieu qu'il faut adresser. Et surtout, quand on est dans une réflexion sur nos pratiques, on est tout de suite si on regarde dans les milieux universitaires, puis Bruno en parlera certainement mieux que moi, on est tout de suite dans des réflexions qui vont englober beaucoup plus les arts visuels, le design, et on est dans le concept, on va évacuer tout de suite la matérialité. Et ça, alors que la matérialité en métier d'art est fondamentale, elle est au cœur de la création. Alors, donc oui, il y a un besoin clairement d'une formation supérieure en métier d'art au Québec. Sur le développement professionnel plus large, donc pas juste la formation, je dirais, il y a quand même des opportunités à la fois sur les techniques de métier, sur les techniques d'entrepreneuriat. Elles passent soit par des formations par le conseil, je mets une petite plug, soit par des incubateurs, soit par... en tout cas, il y a plusieurs plateformes qui offrent des opportunités de développement professionnel. On va vous mettre une petite liste de ces plateformes-là dans le lien du chat. C'est mes deux éléments de réponse là-dessus. Voilà. Est-ce que Bruno, vous aimeriez ajouter quelque chose sur cette question du Oui. développement professionnel, des avenues qui ne sont pas là ou qui devraient l'être ou pourraient l'être? Bien, merci, Aude, pour ta question. Puis merci, Julien, aussi, pour ta réponse. C'était très pertinent ce que tu disais. Je vais revenir un peu sur l'idée des structures d'enseignement et tout ça. En fait, quand on parle de développement professionnel, on est vraiment dans le domaine collégial au Québec. Et puis, notre situation au Québec est un peu particulière parce qu'on a les cégeps. On est à peu près le seul pays, le seul État au monde où les gens ne vont pas passer, par exemple, les anglo-saxons vont passer, par exemple, du secondaire, entre guillemets, le high school, à l'université ou à des collèges préparatoires qui sont de niveau universitaire. Mais nous, au Québec, il a été décidé, là, c'est la structure de notre système d'éducation, que tout ce qui était du domaine du professionnel était au niveau collégial. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a des techniques collégiales en métier d'art. Parce que même à l'époque, dans les années 80, quand le plan de formation des métiers d'art a été élaboré, c'était l'idée que le cégep sert à la professionnalisation, l'université sert à la recherche. L'université, ce n'est pas tant une institution de professionnalisation qu'une institution de recherche. Évidemment, on devient professionnel en développant la recherche et en avançant dans le domaine. Mais c'est une des grandes différences aussi. Donc, ça ne veut pas dire que même si on aurait de l'éducation universitaire comme il y a ailleurs en métier d'art, que ça développerait plus le niveau professionnel parce qu'ils ne misent pas tant là-dessus que sur, encore là, la recherche puis la capacité de développer un discours articulé basé sur des références, etc., etc. Pour ce qui est encore là du cégep, je pense qu'un des grands problèmes qu'on a présentement vient du fait que lorsque le plan de formation des métiers d'art a été présenté dans les années 80, il devait y avoir d'un côté des écoles ateliers qu'on a maintenant, mais il devait y avoir aussi ce qu'on appelait des ateliers-écoles. C'est-à-dire que dans chaque domaine des métiers d'art, que ce soit le verre, le textile, la céramique, joaillerie, etc., il devait y avoir, grosso modo, une entreprise qui devait être partie. Parce que comme dans le cas du verre au Québec, le verre soufflé, il n'y avait rien de structurel, il n'y avait pas d'organisme, aucune institution, aucune compagnie qui faisait du verre, où les gens étaient amenés à faire du verre soufflé à la main au Québec. Donc, l'idée, c'était à la fois de fonder une école où les gens apprendraient à travers un programme pédagogique à souffler le verre, mais qu'ensuite de ça, pourraient faire un stage de 2, 3 ou 4 ans dans l'atelier école, où là, ils seraient amenés à se professionnaliser en travaillant, grosso modo, dans une manufacture où on produirait à la main des objets en verre soufflé. Et ça, il devait y avoir le pendant atelier-école pour chaque école-atelier. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc, il y a juste les écoles ateliers qui ont été parties et ça a été laissé, Julien en a fait référence tantôt, en fait, c'est chaque école atelier
voyant que les gens finissaient au bout de 3 ans, mais il n'y avait nulle part où travailler, ont fondé les écoles, les ateliers de transition dans les écoles parce que les gens finissaient le programme et ils n'étaient pas professionnels encore. Donc, les incubateurs d'entreprises dans les écoles ateliers servent à professionnaliser les étudiants dans l'absence de compagnies ou d'organismes ou de structures ou d'institutions ou de centres d'artistes qui permettraient aux gens de se professionnaliser. Donc, c'est un vrai problème, en fait. C'est un vrai problème. Mais il Ouais. semble y avoir un autre problème identifié. C'est une question qui vient d'arriver au clavardage. Je la relance à tout le monde, de Lucie Lafrenière, et qui écrit « Plusieurs formations ont été offertes dans la région de l'Outaouais, mais nous avons un problème pour avoir des candidats. » Est-ce que le même problème se présente ailleurs? Est-ce que parfois les offres de formation qui existent, qui sont lancées, finalement, ne récoltent pas de candidatures de gens intéressés à les suivre? Est-ce que vous êtes partout sur le territoire, justement? Est-ce que vous êtes témoin de ce type-là de mauvais arrimage, au fond, de l'offre et de la demande de formation? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre? C'est vraiment, ça a été vraiment, moi, je me suis acharnée à ça pendant, vous m'entendez? Oui. D'accord. Pendant 7 ans, là, je crois. J'ai abandonné. Depuis la pandémie, avant la pandémie, j'ai abandonné à peu près. C'était des formations très intéressantes, là. J'allais chercher même des gens de l'Ontario. On est voisins, nous, d'Ottawa, l'autre côté de la rivière. Donc, il y avait des belles formations en verre, travailler le verre, la forgeron, toutes ces choses, plusieurs, puis même à l'intérieur ici, et puis même pas capable d'avoir 6 participants. C'est désolant, c'est désolant. Puis, on avait de l'aide Emploi Québec, donc c'était pas des formations qui coûtent cher, là, finalement. Ça semblait être toujours... on revenait toujours, il y avait une formation qui semblait revenir puis qui était populaire, c'était comment remplir pour les appels de dossier. Ça, là, on aurait pu la donner à tous les 6 mois. Mais, Bureaucratie 101. Mais c'est désolant. Je ne sais pas comment les autres s'y prennent. Là. Même Culture Outaouais qui chapeaute tout le monde dans la grande région. Là, on indique qu'on a en Ouest-Québec, on a dans les collines, on a toute Papineau. On est une grande région. Puis eux, ils ont de la difficulté à remplir des bonnes formations. Est-ce que Marie-Pierre Daigle vient de faire un commentaire? Est-ce que Marie-Pierre, vous aimeriez l'exprimer directement? Pour poursuivre la réflexion? En fait, bonjour. En fait, c'était plus de savoir, on parle autant de la formation spécifique, je pense, au niveau des techniques de transformation de matière qui est, mettons, favorable au métier d'art, mais sinon aussi, il y avait aussi, je pense, la notion d'études supérieures ou de pouvoir parfaire certains aspects. C'est sûr qu'avec, mettons, je pense que Julien faisait peut-être état aussi de... mettons, certains partenariats ou la disponibilité de formation avec, au niveau de l'entrepreneuriat, avec l'École des entrepreneurs du Québec, avec les différents campus au Québec, et d'autres formes de formation ou les conseils régionaux de la culture qui donnent, dans le fond, de la formation professionnelle sur différents sujets. Mais je pense que la question réelle est de préciser peut-être le besoin. C'est ça, parce que dans le fond, c'est sûr que dans toutes les régions, comme Mme Lafrenière mentionne, parfois, oui, il y a des difficultés de remplir les formations pour que les formations aient lieu. Souvent, il y a comme des minimums requis pour que la formation démarre. Ça peut se traduire autant dans des formations, mettons, techniques, mais ça peut aussi se transposer dans des formations, mettons, dans les conseils régionaux de la culture, par exemple, où est-ce que la formation se voit annulée faute d'inscription. Cela dit, vous savez que les formations... En fait, je conclurais juste... Oui, dans l'une des prochaines conversations. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais on voit que c'est un sujet qui préoccupe quelques-unes d'entre vous. Et maintenant, on va reprendre, évidemment, cette conversation, cette première conversation sur l'identité, les identités. Alors, je redonne la parole tout de suite à Julien Sylvestre, directeur général du Conseil des métiers d'art, puisqu'on va maintenant parler de l'avenir et sa présentation d'une dizaine de minutes, peut-être même moins, va mettre un peu le coup d'envoi au travail qu'on va poursuivre en sous-groupe dans quelques instants. Alors, Julien, c'est à vous. Oui, merci Françoise. Alors écoutez, ça va être quand même assez bref.
le premier mandat du Conseil, c'est de représenter l'ensemble du domaine, à la fois les membres et les non-membres du Conseil. Et quand on parle de nos avenirs, le concept fondamental, c'est que c'est au milieu, donc c'est aux artistes, aux artisans, aux travailleurs culturels du domaine, de déterminer collectivement leur avenir. Alors, on n'est pas là pour dire votre avenir, ça va être ça. On est là pour vous donner plutôt des pistes de réflexion sur lesquelles on vous invite à alimenter la discussion sur notre avenir, nos avenirs. On vous fait part de quelques enjeux sur lesquels on pense que le milieu doit collectivement se saisir. J'irai sur la deuxième diapo. Tu peux afficher les 3 constats. Donc, je vous rappelle rapidement les idées de la présentation précédente. L'importance des métiers d'art au Québec, en particulier en région, et la chaîne de création de valeur courte. Alors ça, c'est juste pour nous remettre dans le bain par rapport, pour reprendre après la pause. Diapo suivante. Alors, quand on parle d'avenir, on parle de quel avenir et donc on parle de quelle vision. Alors, on vous partage quelques grandes lignes qu'on a identifiées. Je fais simplement vous les nommer. On va décliner de quelle manière ça se transforme en enjeu tout à l'heure. Alors, le premier élément de vision, c'est qu'on veut que le domaine des métiers d'art au Québec contribue à l'identité et, non, c'est pas contribue, mais est un sentiment d'appartenance renforcé. On veut un milieu qui travaille dans un esprit de collaboration, d'ouverture et de soutien mutuel. On veut un milieu dynamique au Québec pour la représentation et la défense des intérêts des artistes et des artisans, le soutien au développement professionnel, la diffusion et la commercialisation. Et surtout, on veut une reconnaissance publique de la contribution artistique, culturelle, sociale, économique des métiers d'art. Le Québec s'est bâti avec ses artistes et ses artisans en métiers d'art. Les régions en sont le témoin. Alors, on veut obtenir une reconnaissance de ce travail-là, de cet engagement-là. Quels sont les enjeux prioritaires pour notre milieu? On vous en suggère plusieurs. Encore une fois, c'est pour alimenter la conversation. D'abord, un enjeu de collectif et de concertation. On s'en parlait en ouverture. Le besoin d'un discours collectif axé sur ce qui nous rassemble au sein d'une diversité de pratiques, c'est essentiel. On l'a dit aussi tantôt sur la formation, on est dans un milieu qui réfléchit assez peu sur lui-même, à part dans quelques cercles, et on a besoin de réfléchir sur nous-mêmes comme milieu. Alors, on a besoin de ces plateformes de discussion. Aujourd'hui, c'en est une. Il doit y en avoir d'autres. On a besoin de savoir qui nous sommes, de valoriser le statut professionnel, d'identifier les nouvelles familles de métiers. Les avenirs, c'est aussi ça, c'est de suivre et d'être en accord avec son temps. Dans un esprit de fédération, de ralliement, on veut renforcer les liens avec la communauté des métiers d'art, les écoles ateliers, les régions, les galeries, les musées. Comment on fait pour travailler collectivement ensemble? Est-ce que ça passe par des services spécifiques, des tables de concertation ou autres? On a besoin, comme milieu, d'adresser ces enjeux-là. On s'en parlera aussi plus loin, mais on doit parler aussi dans l'enjeu de la représentation, du collectif et de la concertation, de la diversité culturelle, notamment des Premières Nations. On est dans un milieu où notamment les normes et standards ont été établis au Québec de manière très blanche francophone. Comment on fait pour reconnaître la valeur d'autres pratiques? Est-ce que c'est pertinent? Comment on fait pour s'interroger sur ces questions-là? C'est un enjeu pour notre milieu. Même chose pour la relève. Comment on fait pour travailler mieux à valoriser la relève et à donner un avenir à la relève? Un enjeu de représentation pour affirmer le rôle, la diversité, l'importance des métiers d'art, d'inscrire les métiers d'art au cœur des dynamiques culturelles, de consolider les liens avec les associations régionales, de favoriser le rayonnement, la créativité des métiers d'art, tant au niveau national qu'international. On doit aussi accroître la reconnaissance, le rayonnement de nos leaders, des leaders en métier d'art. On a des artistes et des artisans qui font le tour du monde, qui sont méconnus au Québec. On doit pouvoir contribuer à ça pour donner une image d'un avenir enthousiasmant. On doit aussi parler du poids et de l'importance économique des métiers d'art au Québec. Ça, c'est un enjeu de notre milieu. Il y a très peu d'études qui portent là-dessus. Et on le sait, il y a une valeur économique qui est liée au métier d'art et on veut mieux la représenter. C'est un enjeu d'avenir pour notre milieu. L'image des métiers d'art, écoutez, ça parle de
de soi-même. On veut contribuer à renouveler l'image des métiers d'art, assumer le passé, se projeter dans l'avenir de manière à être porteuse de sens pour les artisans, les consommateurs, les partenaires publics. Comment on fait pour développer une réflexion sur les métiers d'art au XXIe siècle, comment on alimente la réflexion sur l'avenir numérique des métiers d'art, pas partout, pas dans toutes les pratiques, mais pour certaines pratiques et pour des artisans qui veulent pousser plus loin cette réflexion-là. Dernier enjeu, c'est le développement de marché selon les pratiques. Encore une fois, notre milieu doit collectivement stimuler le développement des clientèles en s'appuyant sur l'image renouvelée dont on se parlait juste avant. On doit le faire en partenariat. Une organisation n'est pas toujours obligée de tout faire toute seule. Il y a des initiatives qui existent, on l'a vu dans la description d'écosystèmes, qui sont extrêmement porteuses. Comment on fait pour assembler nos forces, s'unir entre organisations, entre artistes, entre artisans, pour porter des initiatives qui existent plus loin. Ça veut dire aussi, en termes d'entrepreneuriat, travailler à la transmission des entreprises, à la transmission des savoir-faire. Tout l'enjeu de la formation est de retour aussi ici. Ça veut dire déployer le droit d'auteur et la propriété intellectuelle pour les métiers d'art. J'irai à la diapo suivante. Avec des priorités transversales, peu importe les enjeux dont on se passe, des priorités qui vont revenir dans tous les champs. On pense qu'il y a un enjeu sur la relève, on pense qu'il y a un enjeu sur la diversité, on pense qu'il y a un enjeu sur les régions, j'ai oublié, excusez-moi, je l'avais nommé plusieurs fois tantôt, un enjeu sur la place du numérique, un enjeu sur la transition écologique, comment notre milieu, à travers tous ces champs de pratique, se saisit de ces enjeux et de ces priorités-là. Dernière chose, nos avenirs, ils doivent être déterminés par les artisans. On l'a dit, on a besoin d'espaces collectifs de réflexion et de trouver de quelle manière chacun peut intervenir pour s'exprimer, pour contribuer à définir notre avenir. Il doit se faire cette réflexion-là doit se faire en vue du déploiement des métiers d'art au Québec, de réaffirmer la place des métiers d'art au Québec et évidemment de la reconnaissance des artistes et des artisans professionnels avec toute l'excellence des savoirs et des pratiques. Alors, c'est plus quelques éléments de réflexion qu'on vous amène aujourd'hui ça a changé mon écran, dans cet élément-là pour alimenter les discussions en sous-groupe sur l'identité métier d'art ou nos identités. Alors, mon Dieu, les questions sont passionnantes et nombreuses, les enjeux également. Et on voudrait d'abord, dans un premier temps, avant de passer aux prochaines étapes, il y en a quand même d'autres, peut-être revenir sur ce que vous avez établi en sous-groupe, partager les résultats des premiers échanges que vous avez eus en groupe de 5 ou 6. Alors, quelles idées avez-vous retenues et priorisées dans votre sous-groupe? Alors, j'aimerais que les porte-paroles qui ont été désignés, qui se sont désignés volontaires, ou qu'on a désigné volontaires dans chacun des groupes, lèvent leurs mains virtuelles, que je leur donne la parole. Alors, procédez peut-être de la même façon qu'un peu plus tôt. Vous allez à l'icône réaction et vous levez la main. Alors, je devrais vous voir. Tout à l'heure, j'avais un peu de difficulté à le faire, mais voilà, ça devrait y aller. Je vais aller vers participants. Alors, lequel ou laquelle d'entre vous aimerait commencer cette divulgation? Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez? Bonjour Muriel, bonjour, oui, on vous entend très bien. Bon, je suis un petit peu nerveuse de parler devant tout le monde. Alors, notre groupe, déjà, on l'a pas relevé à la fin, mais je dois dire que nous n'étions que des femmes. Ce qu'on a retenu, c'est qu'on se retrouve toutes dans la chaîne courte. Que chez les jeunes, je ne sais pas si je dois présenter les personnes qui étaient avec nous, moi, dans le groupe ou rapidement. Très rapidement, peut-être en 2 minutes. On avait prévu 2 minutes à peu près par sous-groupe. Alors, Joanne Harvey qui représentait l'école de joaillerie, donc ses étudiants. Il y avait la Trois Corbeaux, souffleuse de verre, Caroline Leroux, tisserand, Caroline Thibault-Ducmac et moi-même qui suis une artisane du vitrail. Je pense que j'ai oublié personne. Alors, je continue. Donc, on se retrouve toutes dans la chaîne courte. Chez les jeunes, on remarque qu'il y a un désir de se retrouver dans différentes pratiques plutôt que dans un métier. Et aussi, justement, avec le temps,
on voit qu'on se retrouve dans toutes les sphères finalement du cercle. Pour la plupart d'entre eux, nous sommes des artisanes avec, ça c'est sûr qu'on se retrouve dans cette partie de la sphère, mais qu'avec le temps, on passe d'un élément à l'autre. Alors, c'est ça qu'on a retenu, nous, dans notre groupe. Voilà, cette idée que déjà, vous avez des rôles multiples. Hein? Vous devez vous diviser et remplir plusieurs tâches à la fois. Vous avez déjà une identité assez polyvalente par la force des choses. Oui. Oui. Parfait, on va continuer. Voilà, je vois la personne qui est un peu plus haut. Voilà, c'est Aude Gendreau-Turmel. C'est bien ça? Voilà, Aude, c'est à vous. Alors, c'est à moi. Alors, parmi les choses qui ont ressorti de la conversation, je commencerai pas par celle-là, pardon. On a parlé de l'idée de peut-être vouloir rallonger la chaîne. Donc, effectivement, on reconnaît que la chaîne est courte, puis que pour soutenir finalement le milieu, il y aurait peut-être intérêt à rallonger cette chaîne, à rentrer plus d'acteurs qui peuvent venir offrir un support parce qu'on trouve que c'est peut-être un peu beaucoup demandé à quelqu'un finalement d'être à la fois créatif, de produire, de se renouveler, mais d'aussi faire sa propre diffusion, puis de se maintenir au fait des nouvelles méthodes de diffusion, le numérique, etc. Fait que nous, ça, c'est une des choses qui est ressortie parce qu'on trouve ça lourd pour quelqu'un de performer dans toutes les sphères. On a parlé aussi de travailler en concertation pour notamment le réseau de diffusion des métiers d'art, notamment en région, d'avoir une meilleure concertation. Ça, c'est une des choses qui est ressortie. Mon Dieu, je m'excuse. Ça déconcentre un petit peu. Ça déconcentre beaucoup. Oui. Ouais. On a parlé des memberships, que finalement, on perdait une partie des gens en métier d'art ou enfin, parce qu'il y avait un choix à faire entre le RAV puis le Conseil des métiers d'art. Donc, peut-être certaines personnes, on perd une partie des gens qui sont en métier d'art pour aller vers le RAV à cause des questions de la représentation juridique. On a parlé de... je pense qu'on peut s'arrêter là, si vous voulez. On va continuer et puis on aura la discussion plus générale. Peut-être que vous pourrez rapporter d'autres idées tout à l'heure. Et j'enchaînerai avec, je pense que c'est Marie-Pierre Daigle qui avait demandé la parole également. Et ensuite, ce sera Viateur. Marie-Pierre? Oui, dans le fond, nous, nos trois questions, c'était si on se reconnaissait au sein du modèle, le schéma, dans le fond, le modèle d'analyse présenté par Bruno. Et, indéniablement, c'était oui. Bravo, Bruno. Dans le fond, et l'équipe qui entoure Bruno, bien sûr. Mais non, c'est ça. Dans le fond, c'était plus facile. Moi, j'avais apporté la dimension du fait que c'était peut-être plus facile de, mettons, de se positionner dans l'ensemble comme artisan. Oui. Pas de l'écosystème, mais du diagramme, en fait, du schéma. Modèle, oui. Puis, dans le fond, parce que dans le fond, dans notre groupe, on était, si je ne me trompe pas, mesdames, dans le fond, c'est qu'on était deux artisanes. On avait un lieu de diffusion sur la mise en valeur des métiers d'art. On avait une représentante à titre d'observatrice du Conseil des arts et lettres du Québec et, dans le fond, notre facilitatrice du CMAQ. Donc, en fait, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que l'artisan se positionne à certains moments, à certains endroits dans le schéma. Puis, le diffuseur, en tout cas, peut-être qu'on pourra me corriger en discussion, mais dans le sens, se situe plus au centre du schéma et va se positionner peut-être avec la programmation ou avec les artistes ou avec mais qu'il y avait aussi une hybridité parce que dans le fond, les diffuseurs ont aussi plusieurs chapeaux. Donc, eux autres aussi créent des chaînes courtes. Il y avait aussi, si le modèle de Bruno changeait notre perspective du milieu, il a été mentionné dans nos échanges qu'il le structurait davantage. Que ça aidait peut-être à positionner plus clairement.
Puis, là, dans le fond, notre troisième question était qu'est-ce qui nous relie à l'écosystème? Puis, on a été coupé, on est revenu en grand groupe. Donc, je n'ai pas pu saisir l'essentiel. Voilà. Merci, merci. Alors, Viateur maintenant? Oui, bon, d'abord, je vais corriger. Viateur ou Gaëtan? Gaëtan Berthiaume? Mon nom est Gaëtan Berthiaume, mais c'est parce que je fais partie d'un duo de sculpteurs qui s'appelle Viato Berthiaume. Ah, parfait. Donc, Désolée. Viato, c'est le nom de ma conjointe. Je lis voilà. À distance sur l'écran. C'est bien. Écoutez, nous, on est un petit groupe composé de 2 artisans, en fait, une artisane, Claire Lemay, et moi-même, et aussi un historien de l'art, Denis Longchamp. Et Louis Chapadeau qui était là comme médiatrice. Alors, tout d'abord, il faut dire que le modèle d'analyse des métiers d'art, au niveau des artisans, moi-même et Claire, on a trouvé que c'était très inclusif. Puis, ça amène un sentiment d'appartenance aussi qui est très important parce que moi, je me souviens quand je suis devenu membre du Conseil des métiers d'art en 92, on s'interrogeait beaucoup sur l'identité d'artistes, artisans, l'étude des artistes et des artisans. Puis, avec ce modèle-là, je pense que ça vient comme dire, ben, dans le fond, on est tout ça, puis on va l'être aussi à différents moments de notre vie. On va être à différents stades, différentes positionnés à différents endroits dans le modèle. Monsieur Longchamp nous a amené un point, j'aurais aimé qu'il nous en parle un peu plus, mais il a mentionné brièvement que par rapport à l'Ontario, parce qu'il a beaucoup travaillé en Ontario, je ne sais pas s'il travaille encore, qu'il y avait des nuances par rapport à ce que les Ontariens vivent, c'est-à-dire comme au niveau de l'identification. J'en reviens toujours au modèle d'analyse. J'aurais aimé qu'il élabore un peu plus là-dessus, mais on voit que quand même, ce serait intéressant de voir aussi par rapport aux autres provinces, là, où se situe le Québec au niveau des métiers d'art et de sa façon de s'identifier comme artisan. Aussi, rapidement, pour terminer, j'aimerais ajouter un point qui a été soulevé par une autre intervenante que moi, je trouve important aussi, c'est que de plus en plus, je pense que les artisans s'identifient plus par la pratique que par les métiers. Ça, je pense que Bruno en a parlé un peu. Puis, je pense que c'est un phénomène qui va évoluer de plus en plus. Puis, je pense que le Conseil des métiers d'art aussi va voir qu'il se situe par rapport à ça, par rapport à sa définition, parce qu'on est beaucoup identifié au niveau des métiers. D'accord. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci. Est-ce que d'autres groupes n'ont pas parlé? Oui. Parfait. On passe à vous. Chantal, c'est bien ça? Notre groupe, oui. Nous, on a réfléchi précisément aux 2 schémas. Ce qui est ressorti, c'est que si notre pratique est à la frontière entre différentes disciplines ou qui est très fluide, c'est une notion qui est revenue, la fluidité, là, on arrive tout de même à se situer, comme les autres intervenantes ont dit plutôt, intervenants et intervenantes ont dit, avec le temps qui passe, là, on peut se repositionner. Ce serait intéressant de refaire l'exercice assez souvent dans notre parcours parce que c'est sûr que ça change un peu selon ce qui nous arrive. Il y a, en fait, le second, pour le regarder seulement quelques secondes, mais ça décortique bien le milieu complet des métiers d'art, ça place l'identité. C'est une matière, évidemment, une matière à réflexion très nourrissante. En fait, c'est ça, autant dans un schéma que dans l'autre, ce qui est ressorti, c'est que le milieu se retrouve représenté en entier. En fait, ce sont des schémas qui nous mettent en relation selon nos pratiques, plutôt que nous mettre en opposition dans tout le milieu, disons, de la créativité.
Donc, c'est ça. Merci. Ce sont de très belles réflexions. On aurait aimé ça en discuter encore plus longtemps. Parfait. Merci beaucoup, Chantal. Est-ce que ça fait le tour? On a entendu 5 groupes, je pense, jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y avait un autre groupe qui aimerait s'exprimer ou ça fait le tour, je pense, des sous-groupes? C'est bien ça? Madame Kim Collin. Ah, parfait. Oh, allez-y. Je viens de voir votre petite main, Madame Collin. Allez-y, Colin. Ah, votre micro est fermé, cependant. Un peu. Bon. En fait, tout ce que vous avez dit, c'était exactement ce qui a été ressorti. Mais on se reconnaissait. Moi, j'étais jumelée avec Cone de Winter. On était d'avis so-so. Mais par contre, on se reconnaissait dans le schéma de l'analyse de Bruno, c'est-à-dire que moi, je me reconnaissais plus dans son schéma parce que je trouvais qu'il donnait une belle liberté, une possibilité de... En tout cas, moi, je me suis sentie libre dans ce schéma-là. Je trouve dans les temps qui sont actuels. Parce que ça nous amène à la pensée, je trouve que ça nous amène tranquillement à la pensée de Combe vers une liberté plus grande. Puis ça, je trouve ça correct en 2021, parce qu'on était beaucoup plus catalogués avant. Je trouve que ça progresse, on donne une liberté aux artistes qui n'avaient pas d'être catalogués. On les catalogue moins. Puis ça, je trouve que ça ouvre une possibilité à une grande liberté. Je trouvais ça fantastique ce que M. Cohn disait, parce que lui, c'est à l'extrême, je trouve. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir ça. Puis je suis contente de faire partie de ce groupe-là de discussion parce que je suis assoiffée de toutes les informations qui vont se passer ici. Merci beaucoup, Mme Collin. Alors, je pense que l'on a fait le tour. On a entendu 6 porte-parole de 6 autant de sous-groupes. Et je pense que vous voyez que ça va quand même dans le même sens. Vous avez identifié des enjeux un peu précis, comme la nécessité de rallonger peut-être les chaînes pour avoir des réseaux plus larges, d'élargir les réseaux et le soutien, ou la question de la perte de membres ou d'espèce de concurrence peut-être avec d'autres organismes comme le RAF. Bon, mais au-delà de ça, ce que je comprends, c'est que les 2 outils qu'on vous a présentés, et le modèle et le portrait d'écosystème, vous semblent des outils à la fois utiles, mais assez précieux parce qu'ils sont inclusifs et qu'ils sont évolutifs et qu'ils vont dans le sens d'une plus grande fluidité pour tenir compte de l'hybridité, de l'évolution des pratiques et que ça va dans le sens d'une plus grande liberté ou de moins de frontières peut-être entre disciplines si tout l'écosystème ou tout le milieu des métiers d'art va dans ce sens-là. Alors, je me trompe peut-être, mais on va continuer pour essayer de creuser tout ça. Merci beaucoup aux personnes qui ont joué le rôle de porte-parole. C'est jamais si simple de s'adresser à tout le monde. Je vais vous poser maintenant une question simple, mais très importante, et vous allez répondre directement au tableau blanc que Catherine Charon, c'est Catherine qui est aux commandes, vous l'avez vu, de la technologie. Catherine va nous montrer un tableau blanc. Alors, pour écrire ce qu'on vous demande de faire, vous allez au haut de votre écran, sous la barre d'outils, vous cliquez sur l'option « Afficher ». Voilà, et une fois sur l'option « Afficher », vous sélectionnez « Annoter ». Une fois sur « Annoter », une fois que vous aurez cliqué, vous cliquez sur « Texte », T pour « Texte », et voilà, ça vous amène à ce tableau blanc qu'on voit devant nous maintenant. Et à l'endroit où vous allez poser votre curseur, vous allez pouvoir commencer à écrire et à répondre à la question qu'on voit au tableau maintenant. Et la question est celle-ci, par quel mot, au singulier, aimerions-nous être décrits par nos publics? On est vraiment dans la perception que le public, en général, que les publics pourraient avoir de vous, ce que vous aimeriez au fond que les publics reçoivent de vous. Voilà. Est-ce que la question est claire? Voilà, c'est commencé. Artisane. Alors, les mots vont s'accumuler. Vous avez 2-3 minutes. On ne parle pas pendant ce temps-là, sauf moi, comme vous le voyez, mais ne vous gênez pas, vous écrivez
par quel mot, un seul, aimerions-nous être décrits par nos publics? Ça peut être un adjectif, un verbe ou un nom, bien sûr. Voilà. Ben, si on s'arrête là, qu'est-ce qui se dégage? Vous voyez, tous ces mots-là, il y a quand même des lignes de force. Hein. Il y a vraiment, d'une part, des mots autour de la créativité, de la création, de la passion, de l'innovation, de la découverte, de la recherche, de la créativité, de l'inspiration. Hein. Tout ça est de l'ordre des individus artisans, artisanes que vous êtes. Il y a aussi l'idée de la qualité, c'est peut-être un autre aspect à mon avis, le savoir-faire, la qualité, la maîtrise, des notions, l'authenticité, bien sûr, on parle de qualité personnelle, de qualité de créateur qu'on aimerait que vous aimeriez, qu'on vous reconnaisse spontanément. Il y a aussi un aspect plus, je pense, collectif qui est dans les mots culture, vitalité, engagement, et bien sûr des enjeux, diffusion, reconnaissance, identité. Là, on est dans des enjeux que vous avez déjà identifiés. Alors, voilà, des mots clés. Alors, ça, on est un peu dans l'idéal. Peut-être que vous pensez, que vous constatez que déjà, c'est ce que vous attirez autour de vous. Quand on pense à vous, on pense à ces mots-là. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Il y a quand même des consensus. Hein. Il y a vraiment des mots qui font consensus. Alors, allons un peu plus loin pour voir, je vous rappelle, le sujet, c'est toujours l'identité qu'on a, mais celle qu'on veut projeter. Alors, allons plus loin avec un petit sondage cette fois-là. Vous allez voir une question apparaître à l'écran avec des choix de réponses. Alors, la question va arriver à l'écran et vous allez pouvoir répondre par oui ou non. Et voilà la question. En cliquant simplement oui ou non ou je ne sais pas, vous allez pouvoir répondre directement à votre clavier, à votre ordinateur. Est-ce que les mots que vous venez vous-même de détailler, d'énumérer, dépeignent exactement l'image actuelle qu'on a des métiers d'art dans la société québécoise? Êtes-vous perçus d'abord comme des gens de création, de qualité, de savoir-faire, des gens engagés, amoureux du bienfait, qui s'engagent, qui le font aussi par amour de la beauté? Êtes-vous perçus comme ça d'après vous? Est-ce que tout le monde a eu le temps de voter? On présume que oui. Alors voilà, est-ce que cela dépeint exactement l'image actuelle que nous avons des métiers d'art au Québec? 55 % d'entre vous disent oui, ben, ça me semble assez positif. 18 % des gens disent non, j'aimerais bien savoir pourquoi, mais 27 % disent je ne sais pas exactement. Alors, si on continue la discussion sur l'identité, qu'est-ce que ça nous dit, ces chiffres-là? Les perceptions que vous avez, vous, des perceptions que nous avons collectivement de vos métiers d'art, de vos pratiques et de ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Si la réponse, je reprends les chiffres, 18 et 27, la majorité d'entre vous répondent oui. Autrement dit, pour la moitié au moins d'entre vous, vous pensez que vous êtes bien compris, perçu, apprécié dans les milieux, par les publics et par les institutions également, par vos collègues artisans. Est-ce qu'il y a des nuances à faire? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient commenter là-dessus? Alors, je pense que c'est intéressant de poursuivre la discussion pendant les 10 ou 15 prochaines minutes avant d'aller à la conclusion de la journée, puisqu'on veut voir si, en termes d'identité, on a des efforts à faire collectivement pour renforcer, non pas imposer, mais affirmer cette identité collective et mieux la faire connaître, l'améliorer par quels moyens. Alors, c'est quand même bien que 55 % d'entre vous disent, ben, déjà, on est perçus comme ça, comme des amoureux de la matière, de la beauté, de l'esthétique, etc. Est-ce qu'il y a quand même des nuances à faire? Parce qu'il y a quand même 18 % des gens qui disent, non, on n'est pas perçus comme ça. J'aimerais bien qu'on entende ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et il y a 27 % des gens qui sont, au fond, indécis en sachant pas exactement quoi répondre. Alors voilà, commentaire. Manon Touchette, d'abord. Manon, vous avez levé la main, je vous en prie, vous avez la parole. Moi, j'ai eu un écart d'optimisme parce que j'ai Vous avez voté oui? Plutôt... Non, j'ai voté non. Parce que je pensais plutôt au non public. Quand on pense aux gens qui s'approchent de nous, puis qu'on les voit, puis qui nous parlent, oui, on est bien perçus. Mais il y a, je pense, une majorité de personnes qui ne s'intéressent pas, qui ne savent pas et qui ne considèrent que le prix. Alors, on n'a pas une image claire
de la valeur de ce qu'on fait. Et pour ça, ben, à mon sens, on se rabat un peu sur le tourisme, alors qu'on sait maintenant qu'il faut revenir aux grandes populations qui voient en nous, de la même façon que les industriels ne puisent pas chez les artisans la capacité de produire peut-être en masse, alors que nous sommes aussi dans l'échelle courte les créateurs qui peuvent aussi inspirer une certaine industrie. C'est pour ça que j'ai dit voilà. Donc, il y a un problème de méconnaissance un petit peu, hein, en plus des aspects économiques, là, financiers. Qui d'autre aimerait commenter? Si vous avez répondu non, j'aimerais savoir pourquoi vous avez répondu non. Pourquoi vous avez ce sentiment que tout ce que vous faites n'est pas si bien perçu que ça. Chantal Poirier, est-ce que c'est là-dessus que vous voulez intervenir? Oui, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est une question qui est extrêmement difficile à répondre parce que c'est difficile de se voir nous-mêmes dans la société actuelle, dans le sens où on est un micro-milieu, on se connaît, on est beaucoup à se connaître. On sait que notre travail est valorisé entre nous, notre travail est reconnu, tout ça, mais on ne fait pas partie de la population non artisane ou la population, comme disait Manon, la population qui ne consomme pas de métier d'art, en fait. Donc, c'est très difficile moi, j'ai écrit « Je ne sais pas » parce que, pour vrai, je ne sais pas comment on est perçu dans la société. Des fois, je me sens un peu comme sur une autre planète. Mais c'est intéressant aussi de réfléchir à la méconnaissance de notre milieu, justement, notre espèce d'invisibilité étrange dans la société. Tu sais, la connaissance, la reconnaissance de notre travail, je pense qu'elle est très importante à promouvoir. Tu sais, ne serait-ce que auprès des enfants ou des adolescents, combien il y en a, c'est quoi le pourcentage d'enfants ou d'ados qui savent que dans la vie, on peut être artisan comme travail. Ça se peut, tu sais. Pour vrai, autour de moi, quand je regarde, même moi, quand j'étais jeune, aucune idée que ça se pouvait. C'était un truc des années 50 là, ou d'avant, mais c'est pour ça que c'est important de se faire voir, je pense. J'ai pas de solution concrète. Salut! Merci Chantal. Qui d'autre voudrait prendre la parole? Claire. Ouvrez votre micro, Claire. Oui, voilà. Moi, j'étais très d'accord avec les commentaires de Manon, dans le sens que si on se fie aux gens qui nous côtoient, qui viennent à nos expositions, c'est des amateurs de métiers d'art, c'est des gens qui, oui, ils vont l'apprécier. Mais moi, je me suis amusée à faire un peu le tour avant les fêtes ou à la période des fêtes dans ma famille ou dans les amis qui avaient acheté des produits métiers d'art pour la période des fêtes et personne. Tu sais, ça fait que oui, je crois qu'il y a un gros travail de se faire connaître et de se faire apprécier ailleurs que déjà par le public qui nous suit. Et ça, de quelle façon? Ben, je crois que c'est beaucoup dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il y aura à faire pour pallier aux grandes chaînes ou aux produits technologiques, là, c'est ça. Et je voulais aussi apporter un commentaire à Chantal que moi, mon petit-fils veut devenir ébéniste parce que sa grand-mère travaille là et parce que depuis qu'il est tout petit, il vient au Salon des métiers d'art et il a côtoyé plein d'artisans et il veut faire comme eux. Fait que ça existe. Donc, il y a une transmission qui se fait, mais qui devrait se faire probablement auprès des jeunes. Peut-être que là, le futur public est là aussi. Oui, c'est ça. Je crois que ça passe par là. Il faut initier les jeunes. Il faut que les salons, les expositions deviennent pas juste une vitrine de je vends ci, mais une vitrine de voici c'est quoi le métier de. Le salon, on le fait un peu là, les dernières fois, là, mais je pense qu'il faut de plus en plus miser vers ça. Parce qu'on veut transmettre des savoirs traditionnels ou plus modernes ou hybrides, mais on veut les transmettre. Perrette, alors comment? Qu'est-ce que vous avez répondu, vous?
C'est sûr que c'est une question que je trouvais pas facile, mais je pense que c'est pas tant ça qui est intéressant pour moi. D'abord, je voudrais remercier le conseil de nous donner l'opportunité de discuter. Hein. C'est en mode conversation. Je trouve ça extrêmement intéressant et constructif. Donc, je voulais vous le dire. Moi, ce que j'entends, je trouve ça intéressant, c'est que le milieu a sans doute besoin de perspectives à plusieurs niveaux, des perspectives autant passées que futures et présentes, évidemment. Les perspectives passées, nous, comme lieu, comme musée, comme institution muséale, évidemment, on va s'y attarder. Ça va être peut-être l'objet d'autres discussions, mais je pense que c'est effectivement important que le milieu connaisse ce qui est arrivé dans son histoire, les artisans, les grands noms qui ont composé l'histoire des métiers d'art du Québec, notamment. Donc, nous, je crois qu'on a tout un rôle à jouer avec vous là-dessus. Les perspectives futures également, je pense que la recherche doit être au centre des préoccupations pour effectivement que les jeunes puissent se projeter dans des métiers, vers l'avenir. C'est important de se dire qu'effectivement, on peut en vivre, oui. Donc, il y a des aspects économiques, il y a des aspects créatifs. On a vu différents mots sortir. Oui, l'éducation, je pense, doit être au centre de la chose. La transmission, des opportunités de transmission pour enfin sortir du flou qui semble être présent, composer cette espèce d'identité des métiers d'art qui finalement est très mal définie et que Bruno nous a nommé, ça fait déjà quelques années, et que son modèle peut-être va nous servir. Moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant le modèle que j'ai vu, l'autre, celui de l'écosystème. Je pense qu'effectivement, on a besoin de nommer ces réalités, hein, on est dans ces réalités-là pour premièrement les comprendre, deuxièmement voir où est-ce qu'on se situe et puis ensuite trouver des solutions sur si on veut aller dans une direction, maintenant comment on fait pour y aller ensemble. Cet aspect de concertation est pour moi important. Donc je dirais donner des perspectives passées et futures, ça me paraît important. Voilà. Qui voudrait enchaîner parmi vous? Faites-moi signe. Oui, je vois Marie-Pierre Daigle. Marie-Pierre? Oui, merci. Pour revenir à la question, moi, je trouvais que, inévitablement, il y a quand même un préjugé favorable aux artisans puis aux objets conçus et fabriqués ici. Je ne pense pas que personne n'a reçu des menaces de mort parce qu'ils faisaient des objets, des objets métiers d'art. Mais je pense qu'il y a une question aussi de... C'est comme un peu comme la transmission d'un mode de vie, un choix de consommation puis des savoir-faire. Quand Chantal faisait le parallèle à, mettons, la transmission auprès de nos jeunes, je pense qu'on est tous et toutes ambassadrices et ambassadeurs, puis qu'on a on a comme un devoir de faire des interventions éducatives. Fait que de revenir à ce que Claire mentionnait, de dire de questionner son environnement, vous venez de bloquer un petit peu. À la main par un artisan. Oui. C'est ça. Je pense que c'est intéressant de savoir, de le mentionner, de le soulever, de le questionner, puis ça amène des échanges et des conversations. Parce que souvent, les gens, mettons, dans la méconnaissance ou qui n'ont pas ce mode de vie-là, de consommer artisan, je pense que c'est juste une question de se le faire rappeler. Fait qu'on est un peu comme des post-it, aide-mémoire. Oui. Fait que je pense qu'on a quand même un devoir de le faire. Est-ce que je reste sur la question des jeunes et de la transmission de valeurs? Est-ce que, et Julien le mentionnait dans la présentation sur l'avenir, dans les enjeux, le lien avec l'écologie, le fait qu'on peut s'adresser à des générations de futurs artisans et artisanes, mais qui seront peut-être intéressés à avoir une pratique vraiment intégrée à l'écologie, au milieu, à la nature, au milieu humain aussi, peut-être moins technologique, entre guillemets, ou pas toujours forcément numérique, mais ce retour à un respect de la nature, à une réutilisation des matériaux et tout ça. Est-ce que ça se peut que ce soit une des voies, ça, pour se faire connaître et se situer, parce que Mme Subtil, je crois, disait qu'il fallait se situer collectivement face aux enjeux de l'avenir, la diversité culturelle, l'écologie, le numérique. Alors, comment aller plus loin dans cette réflexion-là, puis affirmer une identité moderne, au fond, des métiers d'art? Question posée. Qui d'autre aimerait revenir? Marie-Pierre? Oui, Perrette.
Je ne veux pas monopoliser, mais c'est certain que moi, je pense qu'il y a quelque chose de très, très actuel qui est un courant dont le milieu, je pense, en fait, ce serait souhaitable qu'on puisse s'y accrocher. De facto, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes artisans, moi j'en connais plusieurs autour de nous, qui sont effectivement dans ce mouvement-là et c'est fondamental. Et ça rejoint, vous avez raison de le mentionner, beaucoup de jeunes qui, dans leurs valeurs, dans leur relation à l'environnement, à l'écologie, à l'utilisation de matériaux naturels qui sont présents sur le territoire, à la disponibilité de ces matériaux. Donc, je pense qu'il y a un momentum et ce serait intéressant de pouvoir surfer là-dessus. Donc, c'est le bon temps de se poser ces questions-là, en effet. Alors, qui a envie? Est-ce qu'il y a un momentum? Justement, même si la moitié d'entre vous pense que déjà vous êtes bien perçu, qu'on sait quand on vous connaît à quel point c'est formidable tout ce travail, toutes ces pratiques que vous avez. Est-ce qu'il y a un momentum pour aller plus loin dans la reconnaissance, dans la connaissance d'abord de ce que vous faites, dans la reconnaissance publique de ce que vous faites et de tout le travail d'innovation, de création? Parce qu'au fond, vous êtes souvent dans l'avant-garde aussi de plusieurs des techniques. Est-ce que ce rôle-là d'avant-garde est assez reconnu du grand public ou même des institutions? Hein? On parle des publics, là, c'est un peu neutre, les publics, les institutions, les collègues dans le monde de la culture. Voilà. Alors, écoutez, oui, j'ai vu une main se lever. Oui, c'est ça, on me signale M. De Winter. C'est vous, M. De Winter. Vous êtes le premier à l'avant. Bon, donc voilà, vous êtes dans le coin gauche. Donc, c'est vous qui avez demandé la parole. Votre micro est encore peut-être fermé cependant. Voilà. Non, deux choses. Un, je crois que, enfin, moi j'ai répondu que je ne savais pas. Tout simplement parce que je crois que dans tout ce positionnement, il me semble beaucoup plus important de regarder comment nous, on regarde la société que comment la société nous regarde. Parce que on se situe beaucoup plus facilement si on comprend bien la société. Je dois dire que j'ai été privilégié par le fait que mon grand-père était forgeron et mon père était ébéniste, et donc j'ai jamais connu autre chose que l'artisanat. Et donc j'ai fait mon métier comme artisan et je me suis jamais posé la question, est-ce que enfin, pas les questions qui se posent apparemment. Individuellement, non, mais collectivement, est-ce que d'après vous, on doit se poser ces questions-là maintenant, en 2021, pour essayer de préciser? Enfin, je crois que oui, il faut avoir, c'est la suite logique, non, de cette idée qu'on est comme individu, on devient une personne, et si on est une très bonne personne, on devient une personnalité. Mais c'est intéressant de se poser la question de comment on est perçu, mais c'est beaucoup plus intéressant, je crois, de se poser la question la question inverse, de comment nous, on perçoit la société. Et dans la mesure où cette perception est réelle et soutenue, c'est dans cette mesure-là qu'on va réussir. Et donc, la question en soi me déçoit un peu parce que moi, je ne me la suis jamais posée. Et je dois dire que j'ai été très heureux avec ça. Voilà. Mais écoutez, on va, si vous le voulez, je vous demanderai de conclure peut-être brièvement, parce que j'aimerais passer la parole peut-être pour leurs commentaires. Non, c'est la seule remarque que je voulais faire en début.
l'autre remarque était naturellement que toutes ces caractéristiques ne sont pas les caractéristiques spécifiques à l'artisanat. Et donc, la plupart des choses qui se trouvaient sur le tableau blanc s'appliquent à la médecine, à l'ingénierie, à n'importe quel métier dans le monde, qui peut tous être inspirés, passionnés, créatifs, etc., etc. Et donc, ça me manquait. Ça me manque beaucoup d'ailleurs, le fait qu'on ne s'identifie pas comme d'abord et avant tout artisan. Merci beaucoup, M. De Winter. Écoutez, on s'en va vers vraiment la conclusion de cette première conversation. Mais avant de passer j'aimerais qu'on entende le mot de la fin tout à l'heure du président du Conseil des métiers d'art, mais peut-être rapidement, si je vous demande, Bruno Andrus, un petit commentaire à la fin de cet exercice, qu'est-ce que vous diriez, Bruno? Qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'on vient de se dire là, depuis 2 heures? Vous avez été le premier à parler, mais en fait, vous avez écouté attentivement ensuite. Qu'est-ce que vous comprenez de ce que les gens nous disent? Moi, j'ai trouvé l'exercice vraiment très intéressant. Là. Bravo à l'équipe et à tous les participants. D'abord, je trouve que moi, je suis ici comme intervenant, mais j'apprends aussi. Donc, c'est très intéressant. Je suis très content de voir que mon modèle, aussi mon schéma porte écho. Là. Moi, c'était l'idée de départ, justement, c'était pas de pondre quelque chose qui resterait dans des bibliothèques qui ne servirait à rien. Je suis content vraiment de voir que mon travail aide à la réflexion du milieu. Je pense que les gens ont très bien compris, même si je ne l'ai pas nommé comme ça, qu'effectivement, qu'on peut changer d'idée, on peut changer avec le temps, que le modèle est fait. Donc, les commentaires, moi, sont tout à fait positifs. Puis j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. C'est sûr que ce serait intéressant de pousser, évidemment, la réflexion plus loin. Tout à l'heure, nous, pendant que les gens étaient dans les sous-groupes, moi, j'ai eu la chance d'être avec Marc Douinard, le président du CA, et puis le directeur général, Julien Sylvestre. Puis on a quand même de notre côté, abordé certains enjeux aussi importants, comme on mentionnait, au niveau de l'écologie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Quelque chose que je mentionnais tout à l'heure aussi, c'est souvent les artisans. On a une certaine image de l'artisan et tout ça qui produit localement, c'est vrai, mais un des grands enjeux, c'est d'où viennent nos matériaux, dans la mesure où si on a besoin d'une structure la structure mondiale de production industrielle pour être capable de faire de l'artisanat local, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de la pérennité de nos matériaux, entre autres. Oui, c'est ça. Une responsabilité citoyenne aussi, là. Oui, parce qu'on peut bien produire localement, mais si on transforme des matériaux industriels au niveau écologique, je ne sais pas trop où on en est. Donc, je pense que c'est une réflexion intéressante pour le futur. Les jeunes l'emmènent sur la table aussi avant même qu'on leur pose la question maintenant, ce qui est une bonne chose. Puis aussi, je pense qu'un autre enjeu qu'on a nommé aussi, c'est comment intégrer les communautés culturelles autres que les Canadiens français dans les métiers d'art. Je pense que c'est un enjeu aussi parce que c'est très, comme je disais, historiquement, les métiers d'art, c'est un type de production matérielle du Canada français. Donc, d'ouvrir quelque chose qui est très lié à quelque chose de très identitaire, à quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, c'est aussi un enjeu majeur malgré les valeurs qu'il faut. Donc, c'est ça. Fait que moi, je trouve ça intéressant au niveau de la discussion. Ce que vous dites, ça fait écho à l'évolution de la société québécoise. Hein? On est forcé comme citoyens, par ailleurs, de se poser des questions quant à l'intégration des minorités visibles ou des autochtones dans nos modes de vie, peut-être dans nos modes de production culturelle aussi. Hein? Je pense que... Il y a une chose, puis je vais terminer là-dessus. Moi, les métiers d'art, là, je ne peux pas le démontrer, mais depuis les années 30, ont vécu différentes crises identitaires avec le temps. Notamment le passage de l'artisanat, entre guillemets, au métier d'art dans les années 60. Avant ça, les gens avaient une certaine vision. Dans les années 70, il y avait un conflit entre les gens qui voulaient industrialiser les métiers d'art de type céramique de Beauce, Cial, etc., versus les granoles qui, au contraire, fonctionnaient sans électricité, sans eau courante, en disant... Bon. Mais puis, évidemment, les années 80, après le nationalisme, les métiers d'art sont revenus dans les années 90.
il y a eu la crise économique de 2008 qui a mis oui. fin à la pratique d'énormément de gens du milieu, mais on est encore ici quand même 15 ans plus tard, en train de discuter. La question, c'est où est-ce qu'on s'en va maintenant? Ben, c'est ça, c'est que les métiers d'art ont toujours eu des crises existentielles cycliques, mais on a toujours survécu. On est encore ici. Fait que moi, je dis que c'est le côté positif, c'est que les métiers d'art ont survécu à l'ensemble des crises existentielles de l'histoire. J'espère que. Donc, il ne faut pas être trop négatif non plus. Ben non, pas du tout. Hein. Il faut voir ça comme des défis. Alors, écoutez, je m'excuse, c'est moi qui j'allonge indûment la séance, mais Julien, vous avez tout écouté aussi. Vous qui êtes à la direction générale, au fond, du conseil, est-ce que ce que vous entendez des membres qu'on a entendus aujourd'hui, qu'on a vu travailler en sous-groupe, qu'est-ce que ça vous dit? Très honnêtement, je suis très touché par la discussion qu'on a en ce moment. Je pense c'est un premier espace de dialogue. On va continuer, ne serait-ce que dans les 2 prochaines séances qui s'en viennent, mais on a vraiment besoin collectivement d'élever notre niveau de discussion. On est pris dans le quotidien, puis ça, si vous me permettez, c'est très lié à la chaîne courte, parce qu'on fait tout seul tout le temps. On est pris dans nos affaires qu'on est en train de gérer tous les jours. Et parfois, ça prend un pas de recul pour regarder un petit peu plus globalement, puis alimenter, à vous développer des visions collectives, etc. Et je suis très touché de la manière dont vous sautez dans cet exercice-là, dont on n'a pas l'habitude comme milieu. C'est très précieux. Je veux souligner, si vous me permettez, il y a des intervenants, des observateurs qui sont avec nous aujourd'hui. Notamment, il y en a, je pense qu'il y a une personne du Calque, c'est important aussi qu'on puisse parler de nos réflexions plus largement. Fait que je vous remercie d'être là. Et j'ai pris en note les besoins qui ont été nommés, que les artisans s'identifient particulièrement à leur pratique plus qu'à leur métier. C'est des questions qu'on se pose, il faut qu'on aborde, il faut qu'on creuse cet enjeu-là. Le besoin de perspectives passées et futures, de nommer la recherche. Donc, on a pris en note tous ces enjeux-là. Fait que je vais arrêter de parler, j'ai parlé beaucoup déjà. Mais sachez à quel point je trouve que l'exercice est pertinent. J'espère que ça vous plaît, que vous allez continuer à embarquer dans ces exercices-là. Et parce que je ne reprendrai plus la parole avant la fin, je veux remercier spécifiquement Dominique Poulain et Catherine Charon au Conseil pour l'organisation des journées. Je sais que vous allez le faire, Françoise, mais permettez-moi de le faire. Alors, je vous remercie aussi, Françoise, de nous guider là-dedans. Je vous repasse la parole. Merci, et on va Julien. Continuer dans l'exercice collectif. C'est important pour nous. Merci beaucoup. Merci, Julien. Merci. C'est la première des conversations. On se revoit donc dans 2 semaines. Écoutez, on approche, c'est vraiment la fin, mais j'aimerais vraiment qu'on entende le mot de clôture de quelqu'un qui nous écoute depuis aussi 2 heures, Marc Douenard, le président du Conseil des métiers d'art. Je vous le présente, même si peut-être que la plupart d'entre vous le connaissez déjà. Il est forgeron d'art. Il s'est initié à plusieurs techniques auprès de maîtres russes et polonais et de métalliers québécois. Il a tout exploré de plusieurs domaines, même au cinéma, sculpture, effets spéciaux, forges mécaniques. Il a été directeur général de l'OBNL, les Forges de Montréal, où il a réalisé des produits architecturaux, des œuvres sculpturales, des restaurations. Il opère maintenant son propre atelier de ferronnerie d'art dans Charlevoix, et c'est là qu'il transmet son goût du métier en formant des apprentis. Alors, on a envie d'aller voir votre production. Monsieur Douenard, on vous écoute. Vous avez écouté tout ça aussi depuis 2h30. Alors, qu'est-ce que vous retenez? Marc, c'est à vous. Voilà. Je retiens beaucoup de choses. Je vais essayer d'être bref parce qu'on a passé beaucoup de temps, tout le monde en rencontre. Je dois vous dire que j'apprécie énormément d'avoir eu les 2 présentations de Bruno et de Julien qui étaient, selon moi, très complémentaires, surtout avec mon espèce de double chapeau Conseil des métiers d'art et artisan, où je me reconnaissais plus comme artisan dans le discours de Bruno, puis plus comme administrateur d'une fédération d'artisans dans le discours de Julien, qui, je trouve, faisait une super belle synthèse de, effectivement, la réalité du milieu. Un de nos objectifs de base, c'est vraiment l'inclusivité. Donc, quand on parle d'inclusivité, autant des différentes communautés que des différents métiers, je pense qu'on travaille fortement à essayer de rendre, justement, un peu comme le tableau de Bruno l'indique, comment, je veux dire,
il peut y avoir des pôles, mais que tous les espaces entre les pôles sont aussi inclus. Puis ça passe, comme Bruno mentionnait dans nos rencontres, par aussi des artisans qui peuvent venir de communautés ethniques étrangères au Québec pour former une identité forte. Puis après ça, j'ai beaucoup aimé ce que Koen disait tout à l'heure, comment on se situe par rapport à la société, comment on perçoit et comment on est perçu aussi par la société. Je pense que quand on apprend à se définir nous-mêmes, on réussit mieux à être inclusif, puis on réussit mieux par la suite à s'inclure dans la société puis à refléter vraiment les valeurs qu'on connaît. Là, je pense, je le répète souvent, le durable, l'éco-responsable, l'équitable, l'achat local, toutes ces valeurs-là qui sont dans l'air du temps à l'heure actuelle, que nous, on martèle, qui est au cœur même de l'ADN de nos professions, de nos métiers. Donc, quand on fait des représentations, Julien et moi, c'est tout ce dont on a parlé aujourd'hui qui nous revient en tête, puis qu'on doit trouver une manière concise d'exprimer ça à tous les partenaires, à tous les bailleurs de fonds, pour réussir éventuellement à financer et à trouver des manières d'investir dans l'économie métier d'art qui est, selon moi, culturellement, socialement, économiquement, une des plus porteuses au Québec. Puis idéalement, moi, je suis convaincu, comme Bruno dit, qu'on a toujours su comment se réinventer. Puis depuis la nuit des temps, bien avant que les métiers d'art soient des métiers d'art, on était des artisans. Puis je pense qu'on va être capable de le faire encore pour longtemps. Je le souhaite fortement. Puis c'est grâce à des rencontres comme aujourd'hui, je crois qu'on renforce les liens de notre communauté. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup de cette conclusion. Alors, écoutez, je voudrais, remercier tout le monde. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, près de 60 personnes, y compris cette fameuse équipe du Conseil qui a pensé, préparé les conversations avec tout le défi supplémentaire que ça implique de le faire en mode virtuel. Alors, je vous invite vraiment ardemment à revenir dans 2 semaines et dans 4 semaines pour assister aux prochaines rencontres. Les conversations vont se poursuivre, vous savez. Vous avez vu le programme, je vous le rappelle, le 25 mai à 14h toujours, nous allons parler de développement professionnel. C'est un sujet qui vous intéresse, ça a été abordé spontanément. Comment développer des carrières, mais aussi des entreprises, par quels moyens soutenir concrètement les artisans, comment améliorer les types de formations offertes. Alors, ce ne seront que quelques-unes des questions mises au jeu. Et 2 semaines plus tard, le 8 juin, toujours à la même heure, nous allons aborder l'aspect plus collectif de l'avenir des métiers d'art. Comment envisager l'avenir? Faut-il miser davantage sur l'entrepreneuriat et le numérique? Y a-t-il ailleurs dans le monde des modèles inspirants en termes de production, d'organisation, de propriété intellectuelle? Donc, vous êtes les bienvenus le 25 mai et le 8 juin. Faites passer le mot à vos amis et collègues artisans ou travailleurs culturels en métier d'art. D'ici là, très beau printemps, belle soirée. Merci beaucoup, à la prochaine.